Voilà, donc est-ce que vous voulez, comme on fait comme d'habitude, donc ou bien vous me posez vos questions par écrit, alors je les vois apparaître voilà, par écrit et je peux les dire, ou alors tout simplement vous levez votre main et alors je vous donne la parole et comme ça on peut vous écouter. Voilà. Dites-moi, parce que là, je ne vois pas encore de questions que vous avez communiquées. Et donc, le docteur Yosbal va ouvrir le bal. Voilà. Donc, allez-y, vous devez activer votre micro juste dans le coin inférieur gauche, docteur. Voilà, on va vous entendre. Alors, j'ai commencé avec ça ce matin, avec l'agenda. Et donc, si vous voulez, j'avais un petit problème qui était programmer les heures de disponibilité des prestataires. Donc, j'ai réussi à le faire, ça s'est tout bien passé. Puis, j'ai passé à mettre quelques rendez-vous pour les rétroscrire de notre ancien agenda. Et donc, à un certain moment, j'avais remarqué que tous les horaires de disponibilité se sont décalés de 2 heures, comme si j'avais changé de fuseau horaire vers Londres. D'accord. Ça, c'est une question pour l'agenda de Medispring que vous utilisez. C'est bien ça? C'est ça. Oui, d'accord. Donc ça, on va y répondre après. On va commencer OK. juste par les questions. Mais vous avez bien fait de poser la question. Je vous avais demandé d'ailleurs de commencer par Oui, votre oui, question oui. pour ne pas oublier. Mais en fait, on va commencer quand même par les questions plus de Béogo. Comme ça, on peut libérer Monsieur Wattier ensuite parce qu'il a beaucoup de travail avec tout ce que vous lui envoyez, n'est-ce pas, Wim? Donc, voilà, une Il y en question. a un peu quand même, oui. Oui, voilà. Une question qui a été écrite donc pour Beogo. Où sont stockées les données? Est-ce que c'est sur le cloud ou sur l'ordi? Donc, je suppose qu'on parle bien des données une fois que tout est migré, etc. Ça se trouve sur les serveurs de Beogo, donc effectivement dans le cloud. Mhm, d'accord, merci. Alors, Annie nous demande, donc pour être bien sûr, et si j'ai bien compris, donc sans Beogo, pas de facturation ou forfait. Oui, c'est ça, oui. Effectivement. Oui, D'accord. parce que Medispring n'a pas d'outil de facturation au forfait. Voilà, et donc ça répond tout de suite à la question d'André. Donc, quelle est la spécificité de Beogo? Quelle est celle de Medispring? Celle de Medispring, c'est plus vraiment la base et qu'on essaye d'améliorer sans cesse du DMI. Et la spécificité de Beogo, ben, c'est vraiment un excellent module de e-facturation au forfait et c'est pour ça qu'on l'a intégré dans Medispring. Alors, Amélie nous demande donc… question, oui, ça ce sera une question pour Medispring, donc on va pas s'en occuper pour le moment. Je vais la garder pour tout à l'heure. Et ici, Isabelle, si je peux ajouter à cette question-là qui venait juste avant, donc il y a plusieurs aspects de Beogo, d'autres aspects aussi qui n'ont pas encore vraiment été bien communiqués. Je suis en train de faire des vidéos en français dans le même style que la vidéo sur la facturation électronique, qui seront finies peut-être demain, peut-être lundi, mardi, et que je ferai circuler à ce moment-là où les gens peuvent voir exactement ce qu'offre Beogo en dehors de la facturation parce que c'est quand même beaucoup plus grand que ça. Voilà, c'est surtout aussi agenda, module donc portail patient, administratif. Voilà. merci. Alors, Abdoulaye nous demande, la migration vers Beogo est prévue de façon fonctionnelle pour quand? Oui. Donc maintenant, c'est le moment, comme vous le savez, je suppose, d'envoyer les données à migrer. Nous, on va planifier les migrations en fonction de l'étape suivante, qui est la reprise des patients dans les nouveaux systèmes des mutuelles, hein, donc via MyCareNet, etc. Ces migrations, cette reprise doit être planifiée par nous ensemble avec l'INAMI. Donc, c'est une planification parce que la capacité des serveurs des mutuelles est relativement limitée. Donc, on doit bien gérer qui est-ce qui migre quand. Et donc, c'est l'INAMI, en fait, qui coordonne ça, qui planifie avec nous et les autres fournisseurs de logiciels pour qui va faire quelle reprise de quelle maison médicale à quel jour.
Le planning est déjà plein, je pense, jusqu'au 10 octobre. Je ne sais pas par cœur exactement, mais donc début octobre, c'est déjà plein. Il n'y a plus de place. Après, on planifie les nouvelles maisons médicales à migrer, donc à faire la reprise. Voilà. Et nous, on vous tient au courant dès qu'on a une date plus précise et bien sûr aussi une fois que tout est fait et que l'accès est ouvert, que vous pouvez travailler. Et je suppose que toutes les maisons médicales doivent obligatoirement et seront migrées avant le 30 octobre. Oui. Oui. Alors, on a Florence ici qui nous demande au niveau des coordonnées administratives des patients, personnes de contact, etc. Est-ce qu'elles sont migrées sur Beogo ou sur Medispring? Les personnes de contact sont migrées sur Medispring, parce que c'est vraiment du domaine médical. Personnes de contact, je suppose que c'est les médecins spécialistes, éventuellement un administrateur de biens, des choses comme ça. Donc, ce sont des données, sont pas des données de facturation. Donc, ça part sur Medispring. D'accord. Florence, donc vous posiez aussi des questions par rapport à l'agenda. Vous pouvez peut-être prendre la parole pour nous dire si c'est l'agenda de Beogo ou si c'est l'agenda de Medispring que vous voulez, dont vous voulez parler. Donc, levez votre petite main, comme ça je pourrais vous mettre voilà, le micro. Voilà, Florence. Activez votre micro, par exemple. Bonjour. Bonjour. Eh bien, en fait, oui, l'agenda Beogo, bien sûr. Voilà, on peut savoir, à partir du moment où tout sera migré, combien on doit prévoir de temps pour configurer les agendas. Bon, globalement, et puis par utilisateur aussi, je suppose qu'il faut quand même un temps moyen de configuration à qu'on puisse s'organiser correctement. Voilà. Alors, j'ai pas tout compris en fait parce que le son est pas très très clair de mon côté là. Donc, j'ai compris qu'il s'agit bien de l'agenda de Beogo, mais la vraie question, j'ai pas compris en fait. Je vais répéter, oui, mais tu m'entends mieux peut-être. Donc, Florence avait Oui. indiqué ces questions par écrit. Donc, quand la migration est faite, combien de temps il va falloir pour configurer les agendas à partir de quand l'agenda Beogo est disponible en fait? Oui. Donc, on va d'abord s'occuper des migrations et des reprises des patients. C'est le plus important en ce moment. Mais on va tout de suite, quand on crée votre centre, on va tout de suite mettre tous les accès correctement. Donc, par après, pour activer les autres modules, donc l'agenda, etc., nous n'avons qu'à appuyer sur un bouton, en fait. Donc, il y a plus vraiment de travail à faire. Par contre, la seule chose à réfléchir un peu peut-être ensemble, c'est au niveau introduction de cela, pour que vous sachiez comment faire, etc. Parce qu'au début, il faut quand même un petit peu d'aide pour pouvoir démarrer de manière sympa, disons. D'accord. Et donc, il y a une date à partir de quand l'agenda Beogo sera disponible? Tout dépendra donc du planning que nous sommes en train de faire avec l'INAMI. Donc là, pour le moment, je ne peux pas y répondre. D'accord. Et Florence voulait savoir aussi combien de temps par agenda d'utilisateur pour configurer. Combien de temps par agenda de… Oui, disons qu'il y aura par exemple plusieurs personnes qui vont utiliser l'agenda, plusieurs fonctions aussi dans la maison médicale. Combien de temps il faut pour configurer tout ça pour que l'agenda soit fonctionnel? A priori, rien du tout. La seule chose, c'est qu'il faut définir les horaires de chaque prestataire, bien sûr. Et ça, comme tout logiciel, au début, quand on ne s'y connaît pas, on met 1 heure à le faire. Et une fois qu'on a l'habitude, on met 2 minutes. Donc, voilà. D'accord. Florence, c'était ça ou vous avez quelque chose à ajouter parce que vous avez toujours la parole. Donc, sinon, si ce n'était pas clair ou que vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à le dire. Oui, c'est clair. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Oui, non, ça c'est clair. La seule chose qui n'est pas claire pour moi, c'est de savoir, à partir du moment où on a migré, est-ce qu'on peut activer tout de suite ces agendas parce qu'on en a besoin effectivement assez urgemment. Et donc, ouais, ça reste une question. Donc,
à partir du moment où, où la migration est faite, donc vous nous avez calé dans l'agenda des migrations, est-ce que le lendemain, on peut avoir accès aux agendas, par exemple? Ça, je peux vérifier avec mes collègues. A priori, je pense que ça sera possible. Mais je ne vais pas répondre de manière définitive aujourd'hui. Je le note et je vais vérifier ça avec mes collègues. Parfait, merci beaucoup. Voilà, Florence, je désactive voilà, votre micro. Alors, autrement, je regarde un petit peu pour faire le tri dans les questions et qui concernent Beogo. Alors, quelqu'un veut une formation. Donc, Francine nous demande une formation pour l'utilisation de Beogo et Medispring. Donc, ça, j'imagine que ce sera quand il y aura eu la migration et que le lien sera actif, effectif. Donc, est-ce qu'il y aura une formation pour ça? Oui, donc en tout cas, il faut déjà une procédure un peu décrite sur comment il faut travailler ensemble, un peu de documentation. Alexis Van Zeveren et moi, nous sommes en train de créer ce document. Enfin, on vient juste d'avoir une session là-dessus ce midi. Donc, nous travaillons dessus. Ceci dit, il y a encore des points à définir un peu plus clairement au niveau technique. Donc là, on attend un peu les informations. Mais voilà, on s'en occupe et on vous informera. Merci. Et de toute façon, on est toujours disponible pour vous organiser des formations. Moi, je propose qu'on garde ce créneau ici, comme ça, vous vous y habituez. Et comme ça, plutôt que de poser vos questions par écrit, vous avez directement les interlocuteurs qui peuvent vous répondre. C'est beaucoup plus pratique. Et comme ça, si on répond à côté de votre question, vous pouvez toujours rediriger votre question pour que ce soit précis et que vous repartiez avec la réponse qu'il vous faut. Alors, une autre question donc de Luc. Tant que Beogo n'est pas installé, que devons-nous faire des inscriptions qui devraient être envoyées par flux électronique? Oui, donc là, on parle bien des inscriptions à partir d'aujourd'hui, oui, qui ne peuvent donc plus être faites dans l'ancien système, mais pas encore dans le nouveau système parce que vous n'avez pas encore l'accès. Donc, ces inscriptions, des inscriptions-là, il faut les garder de côté, sur papier, dans un tiroir ou un bac ou quelle solution que vous voulez. Une fois que nous vous mettons à disposition votre accès à Beogo et donc au module de facturation, à ce moment-là, vous pouvez faire les inscriptions de manière électronique dedans. Donc, il faut parcourir ceux que vous avez gardés de côté à ce moment-là. Voilà, donc ça répond aussi à la question d'Amélie. Amélie, si jamais ce n'était pas ça, que vous voulez d'autres informations, donc là, vous pouvez lever la main, mais je pense que moi, en lisant votre question, c'était pareil. Sébastien nous demande si on peut avoir accès à l'agenda Beogo avant la migration pour s'entraîner, ou est-ce qu'il y a une version test ou d'essai? Alors, il faut avoir un tout petit peu de patience que nous ayons fait la migration parce que nous avons énormément de centres maintenant à paramétrer et à ouvrir. Et simplement, nous ne pouvons pas nous permettre de faire 2 fois le travail pour un centre, donc de les créer déjà maintenant et puis après encore de migrer les données de facturation. Donc, nous le faisons tout en une fois au moment de migration. Donc, il faut un tout petit peu de patience et une fois que la migration est faite pour les données de facturation, donc, nous vous donnerons accès au reste aussi. Merci. Alors, une question de Jean-François, question sur la facturation Beogo. Est-il toujours possible de refacturer des forfaits refusés les mois précédents, y compris et surtout les mois facturés avec Precare? Oui, alors là, je vous avoue que je n'ai pas encore la réponse. Je suis déjà conscient de cette question et je suis déjà à la recherche de la réponse, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, comment en fait clôturer correctement la facturation qui a été envoyée donc fin septembre pour le mois d'octobre. Hein, il y a toujours un peu des corrections, etc. à faire parce qu'on est dans l'ancien système et je n'ai pas encore de réponse là-dessus. Mais je m'en occupe et dès que possible, je vous informe. D'accord, la question est notée. Merci beaucoup. Alors, Abdoulaye nous demande comment faire pour prendre rendez-vous pour migrer vers Beogo. Mais ça, Abdoulaye, toutes les maisons médicales ont reçu
un formulaire très précis avec la procédure et donc il vous est demandé d'envoyer à Wim, ici présent, un fichier Excel avec toutes les coordonnées des personnes qui travaillent dans la maison médicale et il y a une procédure aussi très concrète qui permet l'export précaire et donc qui est à envoyer également sous forme de fichier à Wim. Si vous ne voyez pas de quoi il est question, que vous n'avez pas reçu cette procédure ou que peut-être la personne de contact dans votre maison médicale n'a peut-être pas transféré, vous me renvoyez alors un mail tout de suite après le webinaire et je vous renverrai alors directement cette procédure. D'accord? Voilà. Comme ça répond à votre question précisément. Florence nous dit « Je n'ai pas compris pour les inscriptions actuelles. On ne peut pas encoder encore les patients dans Medispring. » Donc, voilà, ça, peut-être Frédéric, donc le lien n'est pas encore fait entre Medispring et Beogo. Donc là, la question, elle est certainement que fait-on en attendant que ce lien soit effectif. Florence, si ce n'est pas ça, vous me refaites un petit signe alors. Hein. Voilà. Si les données des patients ont été migrées sur Beogo, il y a un lien entre Medispring et Beogo pour pouvoir voir le statut d'inscription en maison médicale au forfait directement depuis Medispring et pouvoir désinscrire, mettre en ordre un patient directement depuis Medispring sur la plateforme Beogo. Donc ce lien est fonctionnel, il y avait quelques petits correctifs à faire et qui seront faits dans la mise à jour que vous aurez tous ici ce lundi. D'accord. Florence, est-ce que c'était ça que vous vouliez savoir? Non, je n'ai pas très bien compris en fait. Donc, maintenant, actuellement, on avait encore des inscriptions, etc. On les faisait dans Precare. Jusqu'à aujourd'hui, on vient de faire l'extraction des données actuelles pour les envoyer à Beogo. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les nouveaux patients qui s'inscriraient encore d'ici à ce qu'on migre ne doivent pas être encodés. Dans Precare, oui, puisque les données, vous avez fait un export des données Precare, donc il ne faut plus les encoder dans Precare. Vous les encoderez dès que le système sera fonctionnel alors. Voilà. Et alors, la question, du coup, en attendant, pour leurs dossiers médicaux et leurs données administratives, etc., on doit les enregistrer directement dans Medispring. Comment est-ce qu'on fait pour leurs dossiers? Oui, vous créez le patient dans Medispring. Hein. Si c'est un nouveau patient, vous le créez dans Medispring et dès que la plateforme Beogo sera active pour vous, vous pourrez l'inscrire directement, même depuis Medispring sur Beogo. En un clic, on l'inscrit directement. Ça ne va pas se faire automatiquement? Mais pas automatiquement, parce qu'il faut quand même, si vous créez un nouveau patient, c'est pas forcément un patient au forfait non plus, donc il faut quand même signaler à Beogo que vous voulez l'inscrire. Donc il y a quand même un clic à faire pour envoyer cette info à Beogo. Voilà, maintenant, donc, très bien. Je vais peut-être laisser Wim répondre aussi si. Oui, donc nous on conseille quand même vivement de garder les inscriptions, désinscriptions, etc. de côté, qui arrivent d'ici jusqu'au moment où le système Beogo soit prêt et mis à votre disposition. Pour éviter des confusions et des problèmes après, voilà. Il faudra que nous on regarde ensemble aussi, Frédéric, exactement comment ça va se passer après. Parce que le système a bien changé et donc le lien de Medispring vers Beogo, il est en train de changer aussi. Et je pense que je ne suis pas à 100% au courant, peut-être que tu l'es plus que moi, mais je suis un peu hésitant de faire vraiment de donner vraiment des instructions précises là-dessus à ce moment-ci. Oui, bien entendu. Mais de toute façon, c'est quand, comme tu dis, hein, quand il y a une nouvelle personne qui s'inscrit ou qui se désinscrit, une fois que l'export Precare est fait, il faut garder ces données papier quelque part de côté, le temps que que tout soit bien installé, opérationnel, etc., et qu'ils interagissent bien entre eux, les garder quelques jours, et puis on encodera ça a posteriori dans Beogo à ce moment-là. Oui.
Voilà, et donc en fait, on va vous demander certainement ce qu'on entend par quelques jours, parce qu'il y a quand même plusieurs questions qui sont pareilles ici, de savoir et des personnes qui s'inquiètent, si on met les inscriptions de côté, les patients ne pourront pas être pris en charge efficacement par les médecins et les autres soignants. Donc quand on parle de mettre les inscriptions de côté dans un panier, on parle de combien de temps exactement? Oui. Ouais. Ça, donc, comme je disais, il y a d'abord les reprises des patients à faire. Hein. Donc, nous, on doit d'abord migrer vos données vers le système Beogo et ensuite, selon le planning avec l'INAMI, on doit les activer dans le nouveau système. Puis après, on doit vous donner accès. Donc, de notre côté, il y a quand même plusieurs étapes à réaliser. Et une fois que ça est fait, il faut en plus que entre vous et nous, donc MediSpring et Beogo, que nous mettons à jour aussi cette interface. Et là, comme je disais, je n'ai pas encore 100% de clarté de comment ça va se passer. Alors sûrement les développeurs de votre côté et de notre côté en savent plus, mais moi je n'ai pas encore la dernière information là-dessus. Donc pour moi, ça reste un peu flou en ce moment-ci. Oui, mais de toute manière, quand un nouveau patient arrive, de ce que je connais au niveau de la facturation, donc on l'inscrit, supposons, aujourd'hui au forfait, et on peut tarifier des consultations classiques par IFACT pendant le premier mois d'attente, je pense, avant qu'il soit clairement inscrit. Et naturellement, une fois Oui. qu'il est inscrit dans MediSpring, on peut faire tous les soins médicaux qu'on veut. Donc le patient n'est pas du tout pénalisé pendant cette période-là. On lui Non. tarifie ses attestations par IFACT comme on faisait anciennement. Et puis, il bénéficie du forfait le premier jour du mois qui suit. Oui, effectivement, cette logique-là n'a pas changé. Mmh. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Amélie? Si jamais vous avez quelque chose à dire ou à signaler par rapport à votre question, levez la main, je vous donnerai la parole. Et puis après, je donnerai la parole à Carmelo qui lève sa main depuis 10 minutes. Et donc, voilà, je vais donner la parole à Amélie. Activez bien votre micro et Oui. on vous entendra. Voilà, on vous entend. Attendez. Oui, mais c'est plus parce que donc on doit inscrire les patients quand même sur MediSpring pour qu'ils puissent avoir un dossier médical et pour que Bien entendu, oui, oui. Et donc du coup, quand on arrivera avec Beogo, quand Beogo sera activé, donc d'ici une semaine ou deux, on espère, il n'y aura pas de risque parce que vous avez dit il vaut mieux les mettre de côté, ne pas les inscrire pour pas qu'il y ait de problème. Mais nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. On doit créer le dossier médical. Ah, pardon. Ah, bien entendu. Pardon, on voulait bien dire ne pas les inscrire au forfait. Au D'accord. forfait, oui. Mais vous inscrivez, vous créez le patient dans MediSpring, vous mettez toutes ces données médicales dedans, naturellement, et alors le patient n'existera pas dans Beogo puisqu'il est arrivé entre l'export et l'installation de Beogo. Mais là, quand vous allez cliquer sur le bouton pour l'inscrire au forfait, il va être créé automatiquement dans Beogo en un clic. Le patient va venir se rajouter à la liste des patients déjà existants et qui n'étaient pas dans Precare puisque c'est un nouveau patient. Vous ne devrez pas le créer manuellement une deuxième fois dans Beogo. Pardon. C'est ça. Non, effectivement, on parlait bien que de l'inscription au forfait, pas de l'inscription du patient en général, bien sûr. Quand le lien se fera, il y aura une fonction automatique qui sera activée et donc il ne faudra pas recréer à partir du moment où vous aurez créé le patient dans MediSpring. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais je comprends que la question puisse tracasser. Hein, donc, ça vaut la peine d'être répondu et souligné. Alors, je vais enfin donner la parole à Carmelo. Voilà, Carmelo, on va vous entendre si vous activez votre micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'aurais juste une petite question relative aux procédures détaillées pour le transfert sur Beogo. Nous, on a fait le choix stratégique de ne prendre que la facturation électronique. Est-ce qu'il est nécessaire de répondre à tous les différents points qui sont dans le même ou la procédure est plus allégée pour nous? Donc, la seule chose, c'est que nous demandons de remplir complètement le fichier XLS avec tous les accès utilisateurs. Il y a plusieurs raisons. Donc, une est que toute personne qui doit avoir accès à l'inscription, désinscription des patients doit avoir accès à Beogo. Et donc, c'est
enfin, ça dépend encore. S'ils vont le faire depuis MediSpring, c'est peut-être différent. Mais sinon, c'est pour ça que nous demandons à voir tous les utilisateurs. En plus, comme ça, nous pouvons vous donner accès pour voir les autres fonctions de près, sans vraiment devoir faire encore des encodages supplémentaires. Maintenant, si vous dites non, on veut absolument avoir qu'un seul compte ou deux comptes juste pour les gens qui font la facturation, bien sûr, on ne peut pas vous forcer, c'est une possibilité. Mais on demande donc vraiment de faire tout le Excel, comme ça on a tout en une fois et après on peut faire comme on veut. Au niveau du reste de cette procédure, donc de l'envoi des données, etc., ça reste le même pour tout le monde. Là, il n'y a pas de changement à faire. Donc, on fait tout ce qui est inscrit dans les instructions de migration. Si vous voulez bien, oui. OK. Ça va? Merci, Oh. Carlo. Voilà. Alors, on a une question de Francine, la facturation du 25 octobre. Est-ce qu'on l'a fait par papier? Du 25 octobre? Ah non, on ne fera plus de facturation dans le mois d'octobre. Donc, la facturation pour le mois d'octobre a été faite fin septembre. On ne fait plus de facturation dans le mois d'octobre parce que dans le nouveau système, on facturera début de novembre pour le mois de novembre même. Donc, on facturera genre le 2 ou le 3 novembre parce qu'il faut d'abord lancer, donc début du mois, vraiment le 1er novembre, il faut lancer une mise à jour des données du patient depuis les serveurs des mutuelles. Et eux, ils peuvent prendre jusqu'à 48 heures pour répondre. Donc, il faut attendre la réponse. Et une fois la réponse est là, on peut envoyer la facturation même. Donc, ça sera peut-être le 2, le 3 novembre. Vous facturerez pour le mois de novembre. Et donc, fin octobre, il n'y a plus rien à faire. D'accord. Alors, Francine nous demande aussi, avons-nous déjà accès à MediSpring et BeoGo? Elle parle du login et mot de passe. Est-ce qu'il y aura un login et un mot de passe pour BeoGo aussi? Je ne pense pas. Je n'ai pas compris la question, Isabelle. Si on a déjà accès à MediSpring et BeoGo. Et elle parle des logins et mots de passe. Donc, en fait, Francine, si vous avez eu la migration, ben, oui, vous avez accès à MediSpring si vous avez eu déjà votre migration. C'est parce que je ne vois pas ici apparaître de quelle maison médicale vous faites partie. Mais enfin, les personnes qui ont déjà réalisé la migration savent bien qu'ils ont leur code et donc qu'ils ont eu accès par utilisateur à MediSpring. Mais il y a bien un login et un mot de passe pour aller sur le site de l'application BeoGo aussi, hein. Donc, mais qui sera fourni par BeoGo là, à ce moment-là. Voilà. Oui, nous, on crée votre centre et on crée vos logins lors de la migration. Est-ce que ça répond à votre question, Francine? Autrement, vous pouvez lever la main si vous voulez ajouter quelque chose. Voilà, donc on a répondu à ça. Alors, encore une question pour BeoGo de Jean-François. Si on inscrit 40 nouveaux patients, est-ce qu'on doit cliquer 40 fois sur le bouton pour les envoyer sur BeoGo ou est-ce que ça les envoie en une fois? Y aura-t-il, donc là il parle dans le futur, hein, une liste des patients qui ne sont pas en ordre pour facilement y avoir accès pour la facturation? Est-ce qu'il y aura des statistiques précises sur le nombre d'inscriptions, des inscriptions par mois, nombre de patients au moment M, etc. Oui. Donc, pour commencer avec la troisième question, les statistiques d'inscription, désinscription, etc. Oui, ça fait partie de BeoGo depuis longtemps, ça ne changera pas. La deuxième question était, ou la première, je ne me rappelle plus, c'était sur les inscriptions. Est-ce qu'on doit les faire 40 fois? Donc, oui. Mais disons que si le patient, si par exemple 40 patients ont été créés dans MediSpring, nous n'avons actuellement pas encore, mais c'est des choses qui peuvent se développer. Nous ne savons pas encore filtrer, par exemple, dans MediSpring, tous les patients qui ne sont pas en ordre de forfait et, par exemple, sélectionner 40 patients et en un clic les envoyer vers BeoGo.
Donc actuellement, nous devons, lorsqu'un nouveau patient arrive, donc vous créez le patient avec la carte d'identité dans MediSpring, et directement ce patient veut s'inscrire au forfait. À ce moment-là, vous cliquez sur le petit bouton, un clic, et il est inscrit sur Beogo. Donc ça se fait, oui, patient par patient. Si vous avez naturellement 10 ou 20 ou 40 patients de retard que vous avez gardé sur le côté des nouvelles inscriptions parce que le temps d'attente des migrations des données vers Beogo, là oui, il faudra ouvrir le dossier du patient et faire le clic à ce moment-là 40 fois pour rattraper son retard. D'accord. Et la question du milieu, c'était, y aura-t-il une liste des patients qui ne sont pas en ordre, etc., pour facilement y avoir accès pour la facturation? Mais actuellement, on n'a pas ça dans MediSpring, mais c'est quelque chose qu'on pourrait, parce qu'on va avoir plus tard aussi un module de reporting, et là, naturellement, on pourra aussi retrouver dans MediSpring, sur les 5000 patients, par exemple, il y en a 3000 qui sont inscrits, 2000 qui ne sont pas inscrits, et dans ces 2000 pas inscrits, on pourra en sélectionner X et les inscrire en une fois, mais ça, c'est pour plus tard, ça. Mais je pense qu'il faut ajouter aussi que dans le nouveau système de facturation, en fait, la question ne se pose plus parce qu'on lance une mise à jour des données et ça comprend aussi si le patient est en ordre ou pas. Et ça génère après automatiquement la facturation qui correspond à ces données-là. Donc, en fait, c'est qu'un clic, attendre la réponse, maximum 48 heures, et puis un clic de plus, et il n'y aura plus d'erreurs à cause de patients qui ne sont pas en ordre. Mmh. Donc, la question, je pense, est beaucoup moins importante que dans le passé. D'accord. Alors, on avait l'habitude d'utiliser le module de facturation précaire pour enregistrer le nombre et le type de contact MKI, les codes INAMI, et faire des statistiques. Rien de ça n'était envoyé à l'INAMI puisque nous sommes au forfait. Est-ce toujours possible avec MediSpring? Avec MediSpring, actuellement, non, puisque nous n'avons pas encore de module multidisciplinaire. Bon, c'est des choses qui viendront. Mais je pense que dans Beogo, vous avez un module de reporting où on peut retrouver l'activité des différents paramédicaux. Moi, j'ai pas pu suivre la question parce que j'ai eu un problème de connexion. Donc c'était pour les reporting par code INAMI, les MKI. Et donc, Oui. Frédéric disait qu'on n'avait pas cette possibilité pour le moment par paramédical, par prestataire de soins, mais que c'était peut-être possible via Beogo. Oui, certainement. Alors, si on parle des rendez-vous, des moments de contact, etc., donc en fonction de ça, ça veut dire bien sûr qu'il faut avoir utilisé l'agenda de Beogo. Mais là, effectivement, toutes ces statistiques sont disponibles. Maintenant, si on parle uniquement des données de facturation, donc quel patient, par exemple, est inscrit pour le M mais pas pour le KLI, alors là, on peut toujours le faire indépendamment de quel agenda vous utilisez dans Beogo. D'accord. Est-ce que la personne qui avait posé la question a quelque chose à ajouter ou une sous-question pour que ce soit tout à fait clair? Il suffit de lever la main. Voilà. En attendant, je vais prendre la question de Carmelo. Voilà, Carmelo, activez votre micro, on vous entendra. Vous m'entendez? Oui, oui. En fait, c'est plus Carmelo, on est à deux sur le poste, mais c'est Stéphanie et c'est moi qui ai posé cette question-là, donc ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, oui. En fait, c'était pas ça ma question. C'était donc avec Precare, pour compter, on pourrait dire seulement pour les médecins, on va dire, pour compter combien on faisait de visites, de consultations ou d'avis, là pour le moment avec le Covid, on utilisait le système de facturation, donc on encodait 10-10-76, mais ces données-là n'étaient pas envoyées à l'INAMI puisqu'on est au forfait. Sauf que nous, on pouvait en fin d'année compter combien de visites ou de contacts on avait fait, et c'est très important pour notre reporting. Est-ce que dans MediSpring, il y a aussi possibilité d'encoder 10-10-76 ou autre chose? Est-ce que moi, si je fais ma visite et j'encode une consultation alors que je suis dans une maison médicale au forfait, est-ce qu'il va y avoir
quelque chose Non. qui peut poser Non, problème? vous pourrez dans MediSpring, même si le patient est au forfait, encoder un 10-10-76. Naturellement, vous ne pourrez pas faire de e-attest, de e-fact, mais vous cocherez la coche papier. Je pense que c'est même coché d'emblée et vous le sauvez. Même chose pour les kinés pourront encoder un code kiné ou les infirmières un code infirmière. Et en fin d'année, on pourra exporter un fichier Excel avec tous ces codes et donc vous retrouverez dans la pratique de toute l'année le nombre de 10-10-76, 10-31-32 et les codes de kiné, infi, etc. pour faire vos stats personnels, qui sont entre guillemets des pseudocodes. Ok, super, parfait. Cela fait également partie de Beogo en fait. Donc si on utilise l'agenda Beogo, tout ça fait partie aussi. Oui. Et là en fait, il y a même un système automatique pour encoder des prestations en fonction de si le patient est au forfait ou pas, et de garder tout ça donc automatiquement en fait. Parfait, merci. Voilà, donc pour Carmelo et Stéphanie, parfait. Alors, Jean-François, qui se tracasse beaucoup des patients qui ne sont pas en ordre, les patients qui ne sont pas en ordre pendant plusieurs mois. La facturation va-t-elle demander leur forfait également au risque de dépasser les 5% d'erreur de marge acceptée ou bien plus aucune facturation ne sera refusée? Donc avec la e-facturation. Oui, en principe, il n'y aura pas il n'y aura plus de facturation refusée parce qu'on aura bien la mise à jour de toutes les données, y compris si le patient est en ordre ou pas, juste avant la facturation même. Donc, s'il y a encore des erreurs, c'est que cet état de en ordre ou pas est changé entre le moment d'avoir demandé le dernier état des choses des serveurs des mutuelles et le moment d'envoyer la facturation. Donc, il n'y a que maximum 48 jours entre les deux. Enfin, si vous n'attendez pas plus que ça après pour aucune raison. Donc, il n'y a que ce petit temps-là pendant lequel ça aurait pu avoir changé. Donc, a priori, il y a très très peu d'erreurs. Il n'y aura plus de facturation refusée. Et donc, la gestion de tout cela se fera automatiquement. D'accord, merci. Alors, André nous demande comment on facture les actes techniques qui ne font pas partie du forfait. Est-ce que ça va se faire via MediSpring ou via Beogo? C'est depuis MediSpring, ça. Ça, je peux le montrer tantôt lorsque je ferai la partie MediSpring. D'accord. Parfait. Alors, Amélie, donc en lien avec la question qu'on a eue juste avant, demande quelle sorte d'erreur peut-il rester? Aucune. En théorie, aucune. Mais il faudrait peut-être parler aux développeurs pour être sûr. Ok. Alors, le docteur Cosbial demande s'il y a une possibilité de recherche des rendez-vous passés et futurs d'un patient, que ce soit dans l'agenda MediSpring ou bien dans l'agenda Beogo. Voilà, donc on va d'abord laisser intervenir Wim et puis on demandera à Frédéric et de nous montrer après dans l'agenda MediSpring. Ben oui, chez nous, il y a toute une historique par patient et une liste de rendez-vous aussi par patient, soit passé, soit dans le futur, soit ceux qui n'ont pas été observés correctement ou il était trop tard, soit tous. Enfin, il y a tout ça dans Beogo. Voilà. Dans MediSpring, vous aurez ça lundi. La mise à jour 2.4 permet de rechercher un rendez-vous du patient et dans la version 2.5, vous aurez, lorsque vous créerez un rendez-vous pour un patient, automatiquement sur la gauche la liste de ses anciens rendez-vous avec le fait de savoir s'il était en retard, pas venu, patati patata, pour avoir un peu un historique, voir si c'est un patient qui prend souvent rendez-vous et ne vient jamais, par exemple. Ça, ce sont les petites fonctionnalités qu'on améliore dans MediSpring, mais le but, naturellement, c'est pas du tout d'avoir un agenda comparable à celui de Beogo. Alors, les remboursements patients ou autres pour urgence externe, est-ce que ça doit se faire sur MediSpring? Je ne comprends pas trop la question. Peut-être que Wim, tu Non, connais. j'ai pas trop capté non plus. Quelle était la question exactement?
Mais voilà, Annie, vous pouvez prendre la parole et lever la main, comme ça j'activerai votre micro parce qu'on ne comprend pas trop ce que vous voulez dire, moi non plus. Voilà, si vous, parce que comme vous êtes beaucoup, le temps, ça va, je vous ai retrouvé, donc voilà, vous devez juste activer votre micro et on vous entendra. Voilà, on va vous entendre. Annie? Non, c'est bizarre. Je vous ai mis en discussion autorisée, mais on ne vous entend quand même pas. Donc, et je vois que votre micro a l'air d'être activé, donc il y a un problème technique. J'ai pas de micro, impossible. Voilà. Mais la question était un peu les cas d'urgence, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut facturer des cas d'urgence? Donc, c'est-à-dire de personnes qui viennent et qui ne sont pas inscrites en maison, à la maison médicale, je suppose. Est-ce que vous voulez reformuler par écrit votre question, Annie? En attendant, on va bifurquer vers une autre question et puis alors je reviendrai sur votre question, peut-être formulée autrement pour que tout le monde. Donc oui, pour les cas urgences qui sont au forfait et qui demandent un remboursement. Un remboursement de quoi? De quoi, oui. Ah, d'une autre maison médicale? Ah, quelqu'un qui vient d'une autre maison médicale. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas inscrit au forfait qui vient chez vous, ben ça, vous faites une attestation e-fact, il n'y a aucun problème. Si c'est quelqu'un qui vient d'une autre maison médicale, à ma connaissance, vous devez facturer, et on sait faire la facturation par Medispring, à l'autre maison médicale. D'une consultation aux urgences, donc d'un hôpital. Pour moi, le patient, même au forfait, va être remboursé de sa consultation aux urgences. À moins que je loupe quelque chose, mais... Je ne peux pas trop aider là, je ne vois pas le cas clairement. Donc clairement, un patient affilié à la maison médicale dont vous êtes la médecin va aux urgences vraiment sans passer par un avis de la maison médicale. Mais je pense que oui, sa consultation aux urgences va être remboursée. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas remboursée. Oui, mais à moins qu'il y avait des choses que je ne Oui, mais connaissais pas. en dehors de nous. Bien entendu, oui. Oui. Va être remboursée par la mutuelle. Donc, Et Annie nous met un complément ou bien médecin généraliste externe en dehors de notre territoire. Ah oui, à ce moment-là, si le patient va consulter un médecin généraliste externe en dehors de leur territoire, par exemple, à ce moment-là, c'est le médecin généraliste qui doit envoyer une facture à la maison médicale au forfait. Et c'est la maison médicale au forfait qui doit payer le médecin généraliste. Ouais. Et là, dans Beogo, on a la possibilité de tracer ça, d'avoir une liste de tout ce qui est venu et tout ce qui a déjà été payé, etc. Et quel montant, où est-ce que c'est parti, enfin, d'avoir un suivi de cela. C'est le cas, par exemple, des patients qui vont le week-end au poste médical de garde. Le poste médical de garde envoie la facture à la maison médicale. Voilà, tout à fait. Ok, et Annie nous dit qu'on a bien répondu, que c'était ça qu'elle voulait dire. Oui, voilà. Parfois, c'est un petit peu difficile quand vous ne pouvez pas vous exprimer pour donner des détails pour votre question. Voilà. Alors, je regarde encore un petit peu. Oui, ben en fait, André rebondissait sur la question juste avant. Le PMG, donc sous forme de question, le PMG envoie la facture comment à la maison médicale au forfait? Ça, c'est son problème, mais vous allez recevoir une facture papier, à mon avis. Oui, c'est une facture papier. Hein. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions spécifiques que vous voulez poser peut-être oralement? Donc, je parcours les questions. Kevin nous demande si on va répondre aux questions envoyées par mail. Donc, oui, j'ai envoyé au docteur Dujardin toutes les questions que moi j'ai reçues par mail. Donc, Frédéric, c'était Kevin Schumacher. Donc, ça, c'était des questions qu'on avait reçues. Voilà, de toute façon, à la fin, si jamais on n'avait pas répondu à vos questions, vous nous les reposerez à la fin. Mais oui, normalement, on parcourt les questions qui sont parvenues.
Alors, autrement, il y avait des questions pour l'agenda, mais là, c'est évidemment pas toujours clair si c'est l'agenda de MediSpring ou de Beogo dont vous parlez. Mais donc, pour vous donner un exemple de question, les personnes déjà encodées en rendez-vous à l'avance sont-elles reprises automatiquement dans l'agenda? Voilà, donc ça, on a dit, il n'y a pas de migration hein, donc des données de l'agenda. Donc, on l'avait déjà dit dans les sessions avant. Voilà, mais je ne vois plus vraiment. Enfin, signalez-vous si vous avez encore des questions précises au niveau de Beogo. J'en reprends une encore. Donc, Luc, oui, donc on a 16 maisons médicales au forfait qui travaillaient déjà en 2019 avec MediSpring. Et donc, effectivement, ces maisons médicales-là, pour lesquelles il n'était pas question d'une migration de Precare vers MediSpring, et donc on a mis la priorité là-dessus. Donc, vous savez tous qu'il a fallu faire l'installation de MediSpring et puis qu'après, vous êtes en plein, vous avez juste eu ou vous aurez votre migration, ça dépend de quelle maison médicale. Et donc, Luc, qui travaille donc dans une maison médicale qui a déjà MediSpring depuis un certain temps. Effectivement, ça va être la même démarche que ce qu'on a expliqué ici avec Beogo. Et donc, vous allez recevoir les documents et vous allez pouvoir envoyer le fichier Excel et l'export Precare, puisque vous facturiez avec Precare, donc à WIM ici présent. Donc, Luc, ne vous tracassez pas, on ne vous oublie pas et ça va vous parvenir, je pourrais dire, avant le week-end. Je peux vous envoyer ça dès demain. D'accord? Et donc, par contre, s'il y a encore des inscriptions ou des inscriptions aujourd'hui ou demain, il ne faut pas qu'ils rentrent dedans, si possible. Donc, ne les encodez plus dans Precare avant de faire votre export, s'il vous plaît. D'accord. Donc, jusqu'au 30 septembre. C'est clair pour tout le monde. Donc, il y a déjà quelques exports qui te sont parvenus. Oui, mince. Oui, ils sont assez nombreux et je prends le temps de tous les vérifier, mais voilà, je suis un peu derrière. Oui. Est-ce que tu as des choses à signaler dans ce que tu as déjà vu, des choses qu'il faudrait éviter, des conseils à donner ou... Non, en général, tout se passe bien. Il y a des petites erreurs de temps en temps, mais c'est pas toujours les mêmes. Donc, non, pas vraiment. D'accord. Voilà, donc moi je ne vois plus de questions spécifiques pour Beogo. Alors, donc dernier appel, si jamais vous avez encore une question, levez votre main parce que dans les questions écrites, encore une de Cindy. Après la migration MediSpring et l'attente de Beogo, si on utilise l'agenda MediSpring, est-ce que les nouveaux rendez-vous seront repris dans Beogo? Non, ce sont deux agendas différents. Mais vous pouvez utiliser les deux en parallèle, il n'y a pas de problème. Voilà, et une toute dernière question de Luc, justement, donc puisqu'on vient de dire qu'il fallait vraiment, dans l'export Precare, s'arrêter au 30, donc à la date d'hier. Luc nous demande, j'ai encodé ce matin 2 enfants dans Precare qui vont... est-ce que je dois les annuler? Oui, moi je connais pas suffisamment Precare pour savoir répondre vraiment. Maintenant, si vous connaissez bien et vous pensez qu'il est effectivement possible de tout annuler et qu'il y aura pas de trace de cela dans l'export, ça serait toujours bien parce que ces cas-là, on va devoir les traiter un par un manuellement après. D'accord. Voilà, eh bien, il n'y a plus personne voilà, que je vois qui veut poser une question sur Beogo. Donc, un tout grand merci, oui, mais bon travail. J'espère que ça aura apporté un petit peu de clarté. Voilà. Et voilà. toute façon, on conserve ces rendez-vous du jeudi 3 heures pour que vraiment vous puissiez centraliser vos questions, que vous puissiez aussi les partager. Je pense que ça arrange tout le monde parce que ça nous donne beaucoup moins de travail dans les réponses individuelles et c'est bien de partager entre vous les questions puisque parfois les questions auxquelles on n'a pas pensé sont posées par les autres. Voilà. En tout cas, un grand merci, Wim. Et, un grand merci à vous. Ça me fait plaisir de travailler avec vous. Merci, Wim. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, donc on va continuer maintenant avec les points plus précis sur MediSpring et donc Frédéric va pouvoir, si nécessaire, partager son écran.
Voilà. Et donc, en fait, Frédéric, on commence alors avec la première question spécifique pour MediSpring. Est-ce qu'on a accès à une session administrateur qui permet de créer, modifier et supprimer des utilisateurs? Oui. Alors, donc, lorsque vous pourrez naturellement créer vous-même des utilisateurs. Pour pouvoir créer un utilisateur, vous devez avoir un rôle administrateur ou avoir un rôle de gestion des utilisateurs. Je vais vous montrer directement. Donc, supposons, comme tout nouvel utilisateur créé lors de la migration Precare vers MediSpring ont un rôle administrateur. Donc, moi, je suis ici avec un rôle administrateur. Je vais dans ma barre d'outils à gauche et je clique sur la petite roue dentée des outils. Là, je vais retrouver ma liste des utilisateurs. Par exemple, un médecin qui n'est pas administrateur ou une accueillante qui n'est pas administrative ne verra même pas ce libellé là. Donc, je vais cliquer sur utilisateur et là, je peux, en cliquant dessus, modifier un utilisateur ou faire ce que je veux. Par exemple, ici, je vois l'utilisateur Van Zeveren Verpleging. Je vais cliquer dessus. Donc, j'affiche son login, son adresse mail, et voyez son rôle. On lui a donné un rôle de praticien, c'est-à-dire qu'il a accès aux données médicales et à la boîte de réception e-health. Si l'administrateur veut changer ce rôle, il suffit de cliquer dedans et lui mettre par exemple un rôle administrateur. Le rôle administrateur, en passant la souris dessus, il a le droit de créer et de modifier les utilisateurs et aussi avoir accès aux statistiques et à la comptabilité de tous les utilisateurs. Maintenant, si on dit, tiens, non, je n'ai pas envie que cette personne soit un administrateur général, mais que ce médecin-là ou cette accueillante-là doit pouvoir gérer des utilisateurs, c'est-à-dire donner un mot de passe, permettre au médecin de changer son mot de passe ou créer un nouvel utilisateur, à ce moment-là, on peut cliquer dedans et choisir le gestionnaire des utilisateurs. Si je donne ce droit-là en plus que mon rôle de médecin, ben je peux créer des utilisateurs comme je veux. Même chose, puis vous cliquez sur modifier l'utilisateur. Même chose quand vous allez créer un nouvel utilisateur, vous allez mettre son nom, son prénom, choisir un login. Faites bien attention quand vous choisissez un login parce que toutes ces données sont dans une base commune. Ne mettez pas par exemple secrétaire comme login, mais mettez secrétariat de la maison médicale de la Poudrière par exemple, un login unique. Et pas, ou alors l'adresse email qui peut être un bon login ou le numéro dynamique du médecin par exemple, qui sont tous des logins uniques. Mettez l'adresse email, si vous ne la connaissez pas, mettez simplement une lettre ou un chiffre, ça suffit. Et alors ici, c'est là dans les rôles que vous allez choisir. Vous créez un nouvel utilisateur juste pour une accueillante, choisissez le rôle secrétaire. Donc elle peut créer des patients, elle peut donner des rendez-vous, mais elle ne peut pas, elle peut ouvrir le dossier du patient pour les données administratives, mais rien de médical. Si par exemple l'accueillante peut créer des utilisateurs, elle peut créer des utilisateurs. Et si par exemple l'accueillante, on lui donne l'autorisation d'aller dans les dossiers médicaux pour compléter des données médicales, donc on a confiance dans son travail et elle respecte le secret médical, on lui donne un rôle de praticien également. Et il y a encore un dernier rôle qu'on peut lui donner, c'est un rôle de prescripteur, c'est-à-dire de faire des ordonnances par téléphone. C'est la nouveauté de la version 2.4 qui va sortir ici ce lundi et pour laquelle j'ai fait une petite vidéo de quelques minutes qui explique comment une accueillante peut faire des ordonnances par téléphone pour le médecin. Puis dès que tout ça est rempli, on clique sur le bouton « Créer l'utilisateur ». Et alors, ce qui est fort important, c'est que vous savez que toutes les données sont cryptées dans MediSpring par ce qu'on appelle des clés de décryptage, des clés PKI. Quand le nouvel utilisateur va se loguer pour la première fois, il va mettre son login, il va mettre son mot de passe. Il y aura une petite fenêtre intermédiaire qui va arriver en disant « Générer ma paire de clés ». En cliquant dessus, l'utilisateur va générer lui-même sa clé de décryptage qui permet d'accéder à décrypter toutes les données dedans. Et cette clé de décryptage doit bien être sauvegardée quelque part dans un dossier bien sauvé pour pouvoir un jour, si le médecin perd sa clé pour une raison ou une autre, ou veut l'utiliser sur un autre ordinateur, il aura besoin de cette clé pour décrypter les données, pour voir le contenu de MediSpring. Donc ça, c'est pour la création de l'utilisateur, mais donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Les utilisateurs
accueillantes, administrateurs et paramédicaux ont un accès totalement gratuit à MediSpring. Seuls les utilisateurs qui ont un numéro INAMI de médecin doivent payer une maintenance. Et quand un nouvel utilisateur est créé avec un numéro INAMI de médecin, il a droit à une maintenance, on va dire temporaire, de 30 jours. Pendant ces 30 jours, soit c'est pour faire une démo, un test par exemple, soit il a le temps pendant ces 30 jours de se mettre en ordre au niveau de sa facture d'utilisation de MediSpring. Voilà pour la création des utilisateurs. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ou s'il y a des questions par rapport à cela déjà. Au niveau de l'agenda, il y a une question de Marco pour voir si c'est prévu d'exporter les données de l'agenda MediSpring vers des programmes comme Excel, Access, etc. Oui. Pour travailler les statistiques. Non, c'est pas l'agenda. C'est pas l'agenda qui est exportable, mais on peut exporter la liste des patients. Par exemple, ici, dans la liste des patients sur la gauche, moi, je peux exporter toute la liste des patients, mais pas l'agenda. Par contre, nous avons dans nos outils ici, nous avons des statistiques qui nous permettent de faire des statistiques oui, je ne sais pas le voir ici parce que je ne suis pas dans le bon domaine, mais qui me permettent de faire des statistiques sur le nombre de rendez-vous qui ont été donnés dans les différents agendas. Il y a une option de statistique qui est déjà prévue dans MediSpring pour cela, mais on ne sait pas extraire les données des rendez-vous dans un fichier Excel. D'accord. Alors, dans ce que tu viens de montrer, Frédéric, au niveau des utilisateurs, Amélie nous dit que cet onglet utilisateur n'apparaît pas dans son MediSpring. Alors, tout simplement parce que je vais prendre ma pastille ici en bas à gauche. Donc, ce sont mes données utilisateurs. Tout simplement parce que dans sa pastille ici, ça c'est les détails c'est là que je peux compléter mon adresse, etc. Alors, je vais dans la partie utilisateur qui est là, le deuxième, c'est qu'elle n'a pas le rôle administrateur ou qu'elle n'a pas le rôle gestion des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, elle doit demander, en tant que non-administrateur, elle n'aura pas le droit de modifier les rôles, puisque seul l'administrateur peut modifier les rôles. Donc là, elle doit demander à quelqu'un qui est administrateur de MediSpring, un responsable de la maison médicale, par exemple, d'ouvrir sa fiche, comme par exemple ici, ouvrir sa fiche comme j'ai fait tantôt, et de lui rajouter le rôle d'administrateur, voilà, et de cliquer ensuite sur le bouton modifier l'utilisateur, voilà. Voilà, c'est des questions fort pratiques, mais Oui. fort importantes pour toutes les personnes qui travaillent depuis pas longtemps avec MediSpring. Merci. Sébastien nous demande, donc si on remplace un médecin pendant plus de 30 jours, on doit payer une licence supplémentaire. Alors, le remplacement d'un médecin, donc nous avons toute une facilité lorsque même sans avoir accès à l'ordinateur du médecin qu'on remplace, simplement en allant sur la web app, donc ici dans Google Chrome ou un autre, et de taper ici app.medispring.be, donc de mettre le login, mot de passe et la clé de décryptage du médecin qui permettra d'avoir accès à sa base de données. Naturellement, pour ce faire, il faut que le médecin qui va se faire remplacer ait créé cette personne comme utilisateur. Donc actuellement, il y a 30 jours de bonus pour faire ce travail, mais on n'a pas encore vraiment trouvé de solution je sais qu'il n'y a pas une licence complète qui devra être payée naturellement. Pour l'instant, c'est un peu du cas par cas. Je pense que si c'est le cas, on me dit tiens, moi je dois remplacer quelqu'un ici pendant une période de 2 mois, il faut contacter le helpdesk qui va dire oui, voilà, je vous donne la maintenance pendant 2 mois, il n'y a pas de problème. Ou au contraire, c'est dire oui, je dois remplacer pendant 6 mois, mais là on va peut-être vous demander un paiement temporaire. C'est un arrangement à prendre avec le helpdesk à l'adresse email licence@medispring.be. Mais en tout cas, les remplacements d'une semaine ou 2 pendant les vacances ne sont pas payants. D'accord. Alors, par rapport à la question d'avant, Amélie nous signale, je suis, il me semble, la personne administrateur par rapport à ce que tu avais montré. Donc, si elle est la personne administrateur, là, c'est vrai qu'il y a un problème. Oui, mais donc, soit dans sa fiche ici, dans utilisateur, il est marqué administrateur,
et alors à ce moment-là, elle devrait le voir. Soit alors il n'est pas marqué administrateur, et là c'est une, entre guillemets, peut-être une erreur au niveau de la migration. Alors là, elle doit contacter le helpdesk chez nous, et là, Sofian va prendre la main, va directement dans la base de données, rajouter le label administrateur à cet utilisateur. Il peut lui-même l'ajouter directement dans la base de données, voilà, en allant directement dessus. Voilà. Là, il faut contacter le support alors pour ça. Amélie, je vois que vous levez la main, donc voilà, j'active votre micro. Vous pouvez activer le vôtre aussi, comme ça on vous entendra. Il vient de répondre à ma question, donc je baisse ma main. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu quelques petits soucis dans la migration précaire où il y avait personne qui était administrateur, et naturellement c'est un peu embêtant pour créer des utilisateurs, mais là on sait le faire manuellement. D'accord. Alors, Florence lève la main aussi. Donc, Florence, voilà, j'ai activé votre micro. Ah oui. Deux petites questions. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la facturation, elle va être envoyée, donc la facturation de la maintenance médecin, elle va être envoyée où en fait? Alors, si par exemple vous voyez, vous avez créé un utilisateur et vous voyez qu'il vous reste plus que 28 jours, 27 jours, 26 jours, etc. Donc là, à ce moment-là, vous devez, nous on ne le sait pas que vous avez une licence temporaire. Donc là, vous devez envoyer un mail à licence@medispring.be en disant je suis le docteur Intel et j'aimerais bien activer ma licence Medispring, avoir un abonnement de Medispring, et là vous recevrez de la part de Medispring une facture à régler, et dès que vous avez réglé la facture, nous automatiquement on active votre licence alors sur nos serveurs. Vous pouvez remontrer où ils doivent faire ça, le médecin? Et donc ici, sur votre pastille en bas à gauche, hein, vous voyez, moi je suis en ordre de licence puisque je n'ai pas de chiffre. Si vous n'êtes pas en ordre de licence, à côté du petit rond noir que vous voyez là, pour montrer que je suis connecté au service IELTS, vous allez avoir un rond rouge qui va noter le nombre de jours restants de votre version démo, de votre version temporaire. Et donc, s'il vous reste 20 jours, 19 jours, ben voilà, il va être temps d'envoyer un mail à Medispring. Parce que si vous arrivez à 0 jours, vous saurez toujours ouvrir les données patients, mais vous ne saurez plus rien encoder. Okay. Et donc, ça, c'est chaque médecin individuellement qui doit le faire. Oui, mais ça, c'est pour dans le cadre des migrations précaires. Je ne sais pas si Isabelle, tu as la réponse pour ça, si ça va se faire en bloc par notre secrétariat chez nous ou pas, je ne sais pas. Écoutez, de toute façon, il est convenu que au niveau des maisons médicales, vous allez commencer à payer la maintenance en 2021 pour les médecins. Et rien que pour les médecins, donc on a des prix qui sont différents et qui sont réduits de 30% pour les jeunes médecins. Donc ce sont les médecins qui ont terminé leur assistanat et dans leurs 2 premières années de pratique. Et donc, vous allez recevoir pour la maison médicale, c'est pour ça que vous avez dû m'envoyer les listes précises des médecins en faisant la distinction avec les jeunes médecins. Et donc, vous allez recevoir par maison médicale une facture qui va reprendre médecin, jeune médecin, assistant, et jusqu'à ce qu'on ait développé des modules plutôt pour les paramédicaux, les paramédicaux peuvent utiliser Medispring pour l'État et ne payent pas pour l'utilisation de Medispring et le secrétariat non plus. Mais donc ça, ces factures pour les maintenances, vous les recevrez en 2021 et ce que vous allez avoir pour 2020, c'est juste une facture pour l'installation. Ça va? Et donc l'installation, oui, pour vous donner une idée au niveau du tarif, pour un médecin lambda donc, qui est installé depuis 5 ans, on va dire dans la maison médicale, c'est 363 € TVA comprise. OK? Et donc, nous allons activer votre maintenance automatiquement pour l'année 2020 sur nos serveurs. Donc, vous ne devrez pas, ici, dans ce cas précis, pour la fin d'année 2020, envoyer un mail à licence, etc., puisque c'est toujours la licence de précaire qui continue jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc, vous ne payez rien de plus. Mais nous allons faire le travail ici dans le courant du mois d'octobre. Voilà. Tout d'un coup, vous verrez que le nombre de jours va disparaître en ouvrant votre Medispring, c'est que c'est fait. Voilà. Toujours au niveau des licences, puisqu'on parle de ça, je reprends la question qui concerne les licences. Que se passe-t-il avec les assistants pour les licences?
Donc, en fait, vous allez avoir une licence assistant à partir du moment où un assistant commence avec vous ici au 1er octobre. Et donc, de même, vous allez recevoir ça dans la facturation de votre maison médicale. Et donc, vous allez avoir une licence pour cet assistant qui va du 1er octobre donc d'aujourd'hui jusqu'à 12 mois après, au 30 septembre 2021. D'accord ? Voilà, alors en fait, on a Sébastien qui nous a copié-collé toutes ces questions, enfin à ma demande, parce qu'il en avait envoyé pas mal. Donc Frédéric, tu vas retrouver ces questions certainement que je t'avais… oui, je les ai devant moi. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu avais prévu, parce qu'il y avait beaucoup de questions de Sébastien et qui concernent tout le monde d'ailleurs. Est-ce que tu avais prévu de les passer par un ordre particulier? Moi, je vais les passer en revue par ordre où ça a été noté, donc il n'y a pas vraiment d'ordre particulier. Mais par exemple, la première question de cette liste était, il est vraiment essentiel pour nous d'avoir une recherche par numéro de dossier. Donc ça, nous sommes occupés de programmer. Donc ici, actuellement, nous pouvons rechercher un patient par le nom, par le prénom, par la date de naissance et par le numéro national. Donc nous allons implémenter pour la version qui va suivre, donc celle qui va sortir début novembre, une recherche par ce numéro de dossier et par l'adresse du patient également. Alors il me disait en attendant, est-ce qu'on ne peut pas exporter la liste des patients, faire un Excel où on trouve ça? Mais c'est un peu faire 2 fois le travail, donc si on passe du temps à corriger un fichier Excel, on perd du temps pour ça. Donc je pense que ça sortira dans la version ici du début du mois de novembre. On a mis la priorité là-dessus. Alors la deuxième question était, et ça je n'ai pas très bien compris, comment peut-on aujourd'hui sortir la liste des patients Caritas actifs? Je ne sais pas ce que sont les patients Caritas, donc ça il faudrait me donner un peu plus d'explications. Vous expliquer un petit peu, vous pouvez lever la main, comme ça j'active votre micro. Voilà, en attendant, on peut peut-être passer à la question suivante, Frédéric, comme ça on va attendre. Alors, la question suivante, lorsqu'on réalise une consultation prise en compte par le FFT, je ne sais pas non plus ce que c'est le FFT, doit-on encoder une prestation en utilisant le bouton attestation? Alors là, oui, je suppose que c'est une attestation, je veux dire par un tiers, on va dire, un tiers payant quelque part. Donc, je prends l'exemple ici d'un patient. Donc, je vais ouvrir son dossier médical. Et alors là, vous avez ici, à côté de la barre e-santé, vous avez le bouton attestation. C'est ce bouton-là que vous devrez utiliser pour toute facturation. Toute facturation d'une consultation d'un patient qui est en période de stage, on va dire, d'inscription. Vous venez de l'inscrire il y a 2-3 jours. Le patient vient à la consultation. Là, vous allez faire un 10-10-76, cliquez sur suivant et là, choisir une facturation e-fact. Donc, lorsque vous faites, ça c'est pour les consultations des patients en attente de forfait. Par contre, chez les patients en ordre de forfait, quand vous faites par exemple un acte technique, vous allez choisir ici dans la liste des actes techniques. Il faut savoir que j'ai été un peu vite, mais donc les actes se présentent sous forme de 2 colonnes. La première colonne sont les codes, on va dire intellectuels, et dès que vous avez choisi une fois un code, voilà, dès que j'ai choisi une fois, il va se mettre automatiquement ici dans la liste des codes favoris. Et là, il suffit plus que de cliquer dessus, c'est très simple. Même chose pour les actes techniques. Au début, cette liste est vide. C'est la colonne des actes techniques. Vous recherchez votre acte technique en tapant le code ou en tapant le libellé. Par exemple, si je tape suture, que vous ne connaissez pas le code, vous allez retrouver toutes les sutures qui sont là. Donc, une fois que vous avez trouvé votre code, clac, vous le mettez dedans. Il va se mettre en favori. Vous cliquez sur suivant et là, vous n'allez pas utiliser forcément la e-attest parce que c'est interdit dans le cadre de la maison médicale au forfait, mais vous allez choisir une facturation en e-fact. Comme on facture en e-facturation, je suppose que vous ne demandez pas de ticket modérateur, donc vous allez cliquer ici sur pas de ticket modérateur en haut à gauche. Vous voyez en rose, ce sont les prix demandés à l'intervention de la mutuelle. Nous avons ici un total de 59,32 €. Comme c'est une facturation par e-fact,
vous devez obligatoirement la vérifier en consultant ITAR, donc consulter les prix. Donc ITAR va vérifier si ces prix sont corrects, il dit OK, c'est correct, et dès que c'est fait, vous cliquez sur Valider. En cliquant sur Valider, le paiement donné par le patient en argent liquide, on va dire, ou en banque contact, etc., c'est 0 dans ce cas-ci. Et là, nous avons bien une confirmation que l'attestation a été créée avec ces codes-là. Ces codes sont donc envoyés, je vais clôturer ça, ces codes sont donc mis en stock ici dans la barre d'outils, les symptômes euros, et là vous retrouverez toutes les attestations à envoyer à la mutuelle, une fois par semaine ou une fois par mois par exemple, de tous les actes techniques et des éventuelles consultations des patients qui ne sont pas encore inscrits au forfait. Vous les retrouverez tous là. Vous allez en un clic ici sélectionner la totalité de ces actes et en deuxième clic, cliquer sur Envoyer vers eFact. Je ne vais pas le faire parce que ce sont des vraies données là derrière. Et en cliquant sur eFact, nous allons envoyer aux mutuelles 100, 200, 300, etc. Et là, vous serez payé directement sur votre compte. Même chose, si dans l'exemple, la question qui m'a été posée, une consultation prise en charge par le FFT, je suppose que c'est un CPS par exemple, je vais cliquer sur attestation, je vais mettre un code d'acte technique par exemple ici, je clique sur suivant, et là je vais choisir une prise en charge ici en totalité, vous voyez, prise en charge par un organisme payeur tiers, donc qui n'est pas le patient et qui n'est pas la mutuelle. Je vais choisir ici en totalité, une prise en charge en totalité par l'organisme payeur ici. Je dois choisir mon organisme payeur qui est un intervenant qui a été mis dans mon carnet d'adresse. Je vais choisir le CPS de Namur et là forcément je vais choisir une attestation au format papier parce que je ne vais pas l'envoyer par voie électronique, naturellement c'est pour le CPS. Quand j'ai choisi une attestation au format papier, l'organisme payeur 18,42 €, je valide, mon attestation est mise en stock et alors au moment, je la clôture et au moment où je voudrais envoyer ça au CPAS, ici toujours dans le syndrome euro de facturation, moi je peux, mes factures pour ici la semaine ou pour le mois ou pour le trimestre ou l'année, je peux ici exporter toutes ces factures au format Excel. Et là, dans le format Excel, je vais clairement retrouver, je vais le faire d'ailleurs ici, voilà. Et là, dans mon format Excel que je vais ouvrir, oups, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà. Dans mon attestation Excel, je vais clairement retrouver ici toutes mes attestations, je n'ai pas le bon que j'ai ouvert, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et là, je verrai toutes mes attestations qui ont été faites et je verrai également vers quel endroit ça a été envoyé, vers le patient, vers la mutuelle. Et si je l'avais envoyé vers un organisme payeur comme le CPS de Namur, je le retrouverai ici. Ici, je n'ai pas ouvert le bon Excel que je viens d'exporter, mais ce n'est pas grave. Et là, vous pourrez faire des filtres sur le fichier Excel, retrouver les 15 attestations, par exemple, à envoyer au CPS de Namur et vous pourrez imprimer ou envoyer l'Excel filtré au CPS de Namur. Donc ça, c'est toute la facturation qui peut être faite depuis Medispring hors forfait. Tout ce qui est forfait, c'est Beogo. Tout ce qui est hors forfait, c'est directement depuis Medispring en utilisant le bouton, comme vous avez vu ici, le bouton de euro qui se trouve juste à côté de la barre de santé, e-santé. Voilà, merci pour l'explication. En attendant, j'ai activé le micro de Sébastien pour qu'il puisse bien nous confirmer le FFT et puis aussi nous expliquer Caritas. Sébastien, vous voulez… voilà, on va vous entendre. Sébastien ? Je vois qu'il a activé son micro, mais ça ne fonctionne pas. Alors, voilà. Ok, bon, on va passer aux autres questions de Sébastien aussi. Il y avait juste une question de Florence qui a peut-être trait à ce qu'on vient d'expliquer, donc je vais autoriser la discussion. Florence, activez votre micro. Oui, voilà. Les médecins chez moi me disaient, mais je ne l'ai pas vu, que quand ils veulent clôturer une consultation sur Medispring,
mais non, on a évidemment des patients qui sont au forfait, mais que ça demande quand même, enfin, le programme propose une facturation et ils ne savaient pas quoi mettre. Ils ne savaient pas quoi cocher, quoi choisir. Alors, normalement, le programme ne demande pas de facturation lorsqu'on clôture un dossier patient, sauf si, par erreur, ils ont coché, au moment de se mettre son login et son mot de passe, dans plus d'options, ils ont coché PMG, poste médical de garde. À ce moment-là, c'est automatique, on propose une facturation. Sinon, c'est le seul cas de proposition d'une facturation automatique. Ah, ok. C'est qu'il y a eu un mauvais choix, je pense, au départ. C'est vraiment dans plus d'options. Là, ils peuvent choisir de mettre... Dans plus d'options. Attendez, je vais vous montrer, ce sera le plus simple. Donc ici, vous voyez, ici je suis en web app, mais c'est pareil. Vous mettez votre login, le mot de passe, et normalement, plus d'options, vous ne devez jamais aller là-dedans. Mais en tant que maison médicale au forfait, vous devez choisir maison médicale forfaitaire pour pouvoir avoir les visualisations des forfaits Biogo. Ici, en mode cabinet, on ne le voit pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et si vous avez coché PMG, donc ça c'est Medispring pour les postes de garde, et là il y a toutes sortes, il y a des obligations de motifs, des obligations de diagnostic et une facturation automatique. Donc ça, vous n'avez pas besoin de ça. J'ai compris, parce que par défaut, ils ont été tous désignés en cabinet au lieu d'être mis en maison médicale forfaitaire. Cabinet comme ça? Oui, oui, oui. Oui, mais ça c'est normal. Nous, on ne force pas. Par défaut, c'est toujours cabinet, mais ils doivent cocher maison médicale forfaitaire. Mais dans ce cas-là, on n'a jamais de facturation automatique en clôturant un dossier. Voilà, mais c'est pour ça. Mais alors, à chaque fois qu'ils se connectent, ils doivent aller recocher. Non, c'est une fois. C'est gardé en mémoire. C'est gardé en mémoire. Il faut le faire une seule fois. D'accord, mais je vais leur dire alors. Oui. Merci. Ça va. Voilà, alors on a une question d'Annie, justement pour faire la e-facturation à l'acte, quelle fonction en plus doit avoir la secrétaire? Quelle est la fonction minimale? Rien. Une secrétaire, avec les options de secrétariat, elle peut directement, elle va voir la fiche du patient et elle va voir directement. Je vais faire l'exemple ici, je vais me déconnecter et je vais me connecter maintenant comme secrétaire. Démo, formation secrétaire. Je mets mon mot de passe. Je vérifie dans plus d'options. Je suis toujours bien mis sur maison médicale forfaitaire. Je me connecte. Donc, je suis maintenant logué comme secrétaire. Voilà. Et alors, ici, lorsque je vais ouvrir le dossier d'un patient, voilà. Vous voyez un petit post-it qui a été affiché. Donc, vous voyez que je n'ai pas accès en tant que secrétaire au dossier médical du patient. Je n'ai accès qu'à sa fiche. Je peux avoir accès au hub aussi, mais de cette façon, je n'ai pas de certificat IELTS, donc je ne sais pas aller plus loin. La barre e-santé ne s'affiche pas non plus parce que je n'ai pas de certificat IELTS. On a accès à la note médicale ou à la note administrative et on a également accès à la possibilité de faire des attestations directement. Donc là, la secrétaire peut faire des attestations. Mais on a aussi également accès à la possibilité de créer une ordonnance. C'est ce que j'expliquais tantôt via le module de création d'ordonnance. De préparation d'ordonnance. Mais par exemple ici, lorsque le fait de faire des attestations, je vais déjà faire une petite parenthèse là-dessus. Si je clique sur attestation, vous voyez, le dispensateur de soins, c'est la secrétaire médicale. Nous n'avons pas encore terminé un travail qui permettrait de choisir ici un médecin. Ça doit se faire, mais ce n'est pas encore terminé. Par contre, ce que devrait faire le médecin alors, si par exemple vous êtes dans le cas où un médecin fait des actes techniques et c'est la secrétaire qui s'en occupe, le médecin doit faire ceci. Je vais vous montrer, c'est très très simple. Plutôt que de attendez, je vais d'abord me connecter. Information. Voilà. Plutôt que de marquer les actes techniques sur un petit bout de papier et de donner à la secrétaire, à l'accueillante, donc le médecin, quand il va faire sa consultation et que par exemple, il a fait des actes techniques où il a fait encodé une consultation parce que le patient n'est pas encore au forfait, donc le médecin, lui, va faire son attestation, ici,
il va cliquer sur, par exemple, la consultation, il va cliquer sur les actes techniques qu'il a fait, voilà, et il ne va pas aller plus loin, c'est pas lui qui va facturer au CPS, etc., il n'a pas le temps de faire ça, il va simplement mettre l'ordonnance en attente, ici, l'ordonnance en attente, et que là, le module se ferme, il a fait son travail. Et l'accueillante, à ce moment-là, quand elle ira, quand le patient va se présenter à l'accueil, l'accueillante, ici, dans le petit syndrome euro de facturation, verra les attestations à clôturer et verra l'attestation que je viens de faire de Monsieur Deletan Frédéric avec ces 3 codes qui sont là, et elle pourra cliquer dessus. Et alors cette fois-ci, on voit bien que le dispensateur de soins, c'est moi-même, c'est plus l'accueillante, c'est le dispensateur de soins, c'est celui qui a créé l'attestation au départ, mais le médecin n'avait pas été plus loin que ça. Et ça, c'est l'accueillante, alors à ce moment-là, qui pourra aller plus loin et faire une attestation IFACT, papier ou ce qu'elle veut. Tout ça est décrit dans des petites vidéos. Ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que naturellement, le but ici de ces questions-réponses, c'est de ne pas tout expliquer MediSpring, mais si vous avez besoin d'une explication bien précise sur un cas précis, vous allez dans le point d'interrogation, soit si vous aimez bien les FAQ, les questions-réponses, vous tapez sur les FAQ, et là vous allez arriver, le plus simple, c'est dans un champ recherche, et là, vous tapez par exemple attestation. Oui, j'ai fait une faute. Par exemple, ici, envoi des attestations archivées, encoder une attestation par IATEST. Ben voilà, vous avez tous les petits détails ici, une petite aide assez courte qui est faite chaque fois. Soit alors, l'autre possibilité, si vous aimez bien avoir une formation plus précise par vidéo sur un point bien précis, vous allez ici voir la chaîne YouTube. Vous allez tomber sur la chaîne YouTube, et là, vous allez ici dans l'onglet vidéo, le deuxième onglet, l'onglet vidéo, et là, vous allez trouver toutes les vidéos qui ont été faites pour MediSpring. Des petites vidéos relativement courtes, par exemple, préparation des ordonnances par la secrétaire, 6 minutes, facturation au forfait, 6 minutes, et là, nous avons tous nos webinaires aussi, chaque fois que nous enregistrons, qui prennent plus de temps naturellement. Et là, vous pourrez trouver le module de prévention, faire un envoi en Handicare, etc., etc. Vous avez toutes les petites vidéos qui sont faites et qui vont vous donner plein d'explications. Aussi, une vidéo intéressante, elle fait une petite heure, mais elle vaut vraiment la peine. C'est ici vos premiers pas, vos premiers pas avec MediSpring, qui sont vraiment une petite vidéo qui est une formation tout à fait complète à MediSpring. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre en pause et vous pouvez faire un test sur votre propre MediSpring, remettre en route, etc., etc., revenir en arrière si vous le désirez. Voilà. Je conseille vraiment de regarder tout ça, comme ça vous aurez de moins en moins de questions et ce sera de plus en plus clair pour le personnel total aussi de chez vous. Nathalie nous demande ce qu'il en est pour les codes prestations kiné et infi pour facturer, puisqu'il n'y a que des codes médecins. Alors, je pensais qu'il y avait les codes kiné et infi, et à mon avis, ils y étaient l'année passée, je ne sais pas pourquoi ils ont disparu, mais j'ai demandé à Monsieur Duchâteau de chez Tactique, qui gère nos bases de données, d'implémenter ici tous les codes kiné et infi. Et je dois demander à un responsable de Precare de me donner la liste de ces codes les plus couramment utilisés, et on va les implémenter à cet endroit-là. Et donc, ces codes pourront être utilisés. Par exemple, je prends l'exemple, je pense qu'il y a quand même certains codes qui sont dedans. Je mets toilette, par exemple, ici, je ne sais pas s'ils sont des vrais codes d'infi. Je peux faire suivant, par exemple, ici. Vous voyez, j'ai mon code de toilette qui est là. Je vais l'encoder entre guillemets en papier. C'est ce qu'on pourrait appeler un pseudo-code parce que je ne vais pas facturer des actes techniques infirmiers avec MediSpring. Nous n'avons pas la labellisation pour ça. Je peux valider et alors à ce moment-là, confirmer et alors à ce moment-là, emmagasiner ces codes quelque part pour pouvoir faire, comme on l'expliquait tantôt, une statistique annuelle sur tous les pseudocodes kiné, médecins, infirmiers, etc. Mais donc, très rapidement, vous aurez tous les codes kiné, infirmiers dans MediSpring aussi. Vous aurez ça dans le courant du mois d'octobre. Alors, Sébastien revient avec un détail par rapport aux patients Caritas. Ce sont les patients qui ne sont pas au forfait, par exemple. Alors, les patients qui ne sont pas au forfait, nous n'avons pas de liste encore qui permet de les retrouver. Par contre, lorsque vous ouvrez un patient qui n'est pas au forfait, vous allez avoir cette petite icône ici,
le patient n'est pas inscrit au forfait, vous allez le voir directement. Lorsque le patient est inscrit au forfait, l'icône sera verte, le point rouge va disparaître. Lorsque le patient est en attente de forfait ou est en cours de désinscription, l'icône sera orange. Et puis, en cliquant dessus, c'est là que vous pourrez inscrire, désinscrire un patient, mettre en ordre un patient directement en action via Beogo. Et pour ça, j'en profite parce que je réponds à une autre question qui a été demandée. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier le forfait et tout ça si une accueillante n'a pas d'assurabilité parce qu'elle n'a pas de certificat IELTS? Lorsqu'on envoie des données sur Beogo, c'est Beogo qui vérifie, puisqu'il y a un numéro national obligatoirement, c'est Beogo qui vérifie l'assurabilité du patient et vérifie si le patient n'est pas en ordre de mutuelle. Ce n'est pas à faire au niveau de Medispring. Naturellement, si le médecin, dans la foulée, 5 minutes après, ouvre le dossier du patient, donc le médecin, lui, va vérifier l'assurabilité et mettre en ordre, garder en mémoire toutes les données d'assurabilité du patient. Mais si l'accueillante le fait et inscrit le patient, c'est Beogo qui va s'occuper de vérifier s'il est bien en ordre de mutuelle ou pas. Donc ne vous tracassez pas pour ce point-là. Voilà. Alors, on a une question ici de André. Est-ce qu'il existe un échéancier pour créer des échéances collectives, par exemple, vaccin anti-grippe pour tous les plus de 65 ans ou bien fond d'œil pour tous les diabétiques? Alors, les échéances ici se retrouvent dans Medispring en haut de la liste en haut de la ligne du temps. Là, vous pourrez encoder des tâches, donc ce qu'on appelle échéance chez vous, tâches chez Medispring. Nous avons aussi la possibilité, dans une consultation ici même, en créant une consultation, là, le médecin peut encoder une nouvelle tâche. Mais tout ça est en cours de développement. Nous avons encore eu une réunion hier avec des médecins de Precare pour adapter Medispring à Precare. Parce que, par exemple, ici, je prends l'exemple d'une tâche. Dans Medispring, nous avons que ceci, c'est assez basique, mais nous allons fournir d'ici le mois prochain un outil de gestion des échéances et des procédures beaucoup plus complet et qui ressemble beaucoup plus à Precare en accord avec les médecins de Precare. Par contre, nous n'allons pas avoir tout de suite, mais ce sera dans un deuxième temps, donc probablement pour l'année prochaine, la possibilité de créer des tâches collectives. Ce n'est pas encore fait. Par contre, dans les tâches collectives, donc vous le voyez dans les préventions, vous voyez que ce patient ici, il a plus de 65 ans. Donc, automatiquement, nous avons créé chez ce patient une prévention de type prévention de la grippe saisonnière. L'icône est orange parce que le patient d'habitude se fait vacciner contre la grippe, mais il n'a pas encore été vacciné contre la grippe. Par exemple, si je décide aujourd'hui de lui faire un vaccin pour la grippe et de lui faire, par exemple, un Influvac, voilà, je l'enregistre. Dès que j'ai fait l'Influvac ici, vous voyez que la prévention de la grippe, automatiquement, est venue avec un petit V vert, comme quoi le patient est en ordre de prévention. Donc, nous avons déjà toute une série de tâches, on va dire, automatiques pour les préventions des cancers et la grippe, qui sont déjà encodées. Mais par exemple, pour faire un fond d'œil pour tous les patients diabétiques, ça viendra dans le courant de l'année prochaine, pas des tâches collectives. Merci. Il y a certaines personnes qui nous signalent qu'elles n'ont pas l'icône que tu viens de montrer, l'assurabilité avec la pastille de couleur. Beogo, la partie Beogo, mais c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas choisi MMF, donc Maison Médicale Forfaitaire, dans plus d'options en se loguant. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, que leur compte Beogo n'a pas encore été créé. Moi, ici, j'ai un compte Beogo qui a été créé pour moi, un compte de test, et il faut que Beogo crée le compte et vous mette les logins, mots de passe dans la base de données. Si ça n'a pas encore été fait, vous n'avez pas l'icône. Donc, ce sera fait une fois que vos données seront migrées de Precare vers Beogo et que Beogo aura créé votre base de données. Oui, donc a priori, ce n'est actif chez personne encore. C'est probablement actif chez personne, oui. Sauf donc, ceux qui utilisent Beogo depuis un peu plus de temps parce qu'ils étaient sur Medispring avant. D'accord, voilà. Alors, donc on peut revenir un petit peu aux questions de Sébastien. Je ne sais pas si tu en as encore et que tu avais... Oui, j'en avais encore, je n'ai pas épuisé ma liste. À quoi sert la liste des intervenants? Donc ici, dans les outils de Medispring, nous avons la liste des intervenants. Donc les intervenants,
c'est le carnet d'adresse, ou vous appelez ça, je ne sais pas comment il s'appelait dans Precare, mais ce sont tous les médecins extérieurs à votre base de données. Donc, il me dit aussi qu'il y a plein de noms qui arrivent en double, en triple. En fait, nous devons encore y travailler aussi. Chaque fois que vous recevez un message par votre eHealthBox, donc l'intervenant de la eHealthBox, par exemple ici, Muriel Mernier, va directement être créé dans les intervenants de Medispring de façon automatique. Nous devons encore mettre un filtre ici pour retrouver les intervenants créés automatiquement par la eHealthBox, qui sont souvent des intervenants comme ici, vous voyez, ça ressemble à rien, ni avec un numéro dynamique, c'est pas très propre. Des intervenants que vous avez créés vous-même. Ceux que vous avez créés vous-même, naturellement, ils sont beaucoup plus complets parce que je prends l'exemple ici, ben vous avez le nom, le numéro dynamique, etc., etc. Mais là, nous devons encore un peu travailler ce truc-là. Mais c'est là-dedans que vous pouvez vous-même créer via le bouton créer un nouvel intervenant, créer vos propres intervenants, ou au contraire, mettre de l'ordre si vous trouvez qu'il y a, par exemple, comme ici, j'ai créé un peu volontairement des doublons, ben vous voyez, il y en a même 3. Vous pouvez, via le bouton supprimer, supprimer un doublon. Voilà, supprimer, oui. Voilà, vous mettez de l'ordre dans votre base de données. Mais donc voilà, c'est pour ça que vous avez une grande liste, mais qui vient de Precare et qui est implémentée par la réception de la eHealthBox. Alors, on pose une autre question qui est importante ici. Est-il possible de faire une recherche sur la liste des patients actifs? Oui. Ici en haut, vous avez toujours la liste des patients actifs. Par exemple, oui, non, je n'ai pas cet exemple dans la base de données. Par exemple, ici, si vous tapez LAM, vous allez trouver 2 patients qui commencent par LAMB. Voilà. Par contre, si je vais dans la barre d'outils sur la gauche, la deuxième icône, la liste des patients, si je vais taper LAMB, je pourrais en trouver plusieurs. J'en ai que 2 ici aussi, j'en ai que 2 aussi, mais vous pourriez en trouver plusieurs. Par exemple, je prends l'exemple, Lamborel Sébastien, je vais cliquer sur son nom, je vais aller dans sa fiche ici, et là, je vais tout en bas le désactiver. Raison, je veux dire en maison de retraite par exemple. Je modifie le patient, donc Lamborel est modifié. Si je vais maintenant dans la liste des patients là, que je vais taper LAMB, je vais toujours trouver Lamborel. Par contre ici, tout à fait en haut à droite, LAMB, vous n'allez, oui, il faut avoir fermé et réouvert Medispring pour ça. Vous n'allez après, une fois refermé, vous n'allez plus trouver les patients inactifs. Donc c'est là que vous faites la distinction entre les patients actifs, ceux que vous recherchez, et alors tous les autres sont ceux-là. Et quand vous ferez l'export de toute la liste des patients, par exemple, vous pourrez faire un export de toute une liste de patients ici. Vous pourrez encore choisir d'inclure ou non des patients inactifs pour les exporter au format Excel. Et c'est là naturellement que vous retrouverez les patients inactifs. Par exemple, M. Lamborel qui a déménagé, mais qui quelques années plus tard revient chez vous, vous avez envie de réactiver son dossier. Vous n'allez pas le trouver via le champ supérieur droit. Vous allez le retrouver via la liste générale des patients. Vous allez le retrouver, cliquez dessus, vous allez retrouver son dossier. Et dans la fiche ici, tout en bas, vous recocherez actif et vous cocherez modifier, et à ce moment-là, le patient est à nouveau actif. Voilà. Alors, les patients en ordre pour le forfait? En ordre pour le forfait, ils s'afficheront avec une petite icône verte dans le dossier du patient. Vous voyez, ici, elle est orange. Le patient est en attente de forfait. En ordre de forfait, ce sera vert. Tout simplement, vous aurez ça exactement dans un coup d'œil. Et vous aurez la même information quand vous créerez un rendez-vous. Ce n'est pas encore développé, mais c'est en cours de développement. Quand vous allez créer un rendez-vous pour un patient, en cliquant dans une zone, vous allez chercher le nom du patient. Voilà, sélectionnez le nom du patient. Là, vous allez retrouver juste à côté le numéro de dossier, parce que nous avez demandé aussi d'afficher le numéro de dossier directement derrière le nom. Vous allez le retrouver. Vous allez également pouvoir rechercher le patient par un numéro de dossier. Vous allez pouvoir voir le statut au forfait ou pas du patient. Et vous allez également, c'est en cours de développement, j'ai eu le développeur aujourd'hui au téléphone pour ça, vous allez avoir accès à la note administrative. Une accueillante pourra encoder une petite info dans la note administrative du patient.
Et alors, je rebondis là-dessus parce que quelqu'un me posait la question aussi, comment voir si un patient n'est pas venu à sa consultation, le rendez-vous précédent, par exemple. C'est aussi quelque chose qui est en cours de développement, que vous allez avoir d'ici 1 mois ou 2 probablement. Je vais vous le montrer sur photo, enfin sur l'écran que j'ai donné pour les développeurs. Lorsque vous allez sélectionner un rendez-vous, d'ici 2 mois probablement, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir votre rendez-vous et sur la gauche, vous allez retrouver tout votre historique de rendez-vous. C'est important d'un coup d'œil simplement pour savoir si le patient vient souvent en consultation ou pas. Et deuxièmement, en rouge, nous allons afficher si le patient n'est pas venu en consultation, si le patient était régulièrement en retard ou si le patient avait annulé tardivement un rendez-vous. 10 minutes avant, il dit je ne viens pas, il a quand même annulé, mais c'est un peu tard pour remettre un autre rendez-vous. Vous aurez ça directement. Et ça, c'est très facile au niveau de l'accueil. Lorsque l'accueillante, par exemple, un patient, monsieur Boulet-Léon, lui téléphone, ou par exemple, monsieur, voilà, il est 16h30, monsieur Dedur-Joseph avait rendez-vous à 16h, il n'est pas venu. L'accueillante va cliquer sur le point d'exclamation ici, sur le i, pardon, pour afficher son rendez-vous. Et là, va pouvoir dire, le patient n'est pas venu au rendez-vous, je ne sais plus quelle icône c'est, voilà, pas venu au rendez-vous. Voilà, il y a quelque chose qui sera indiqué dans le rendez-vous. Vous allez l'enregistrer. C'est clairement marqué dans le rendez-vous. Et quand vous prendrez un autre rendez-vous pour ce patient, en un coup d'œil, on va voir qu'il n'est pas venu à son rendez-vous précédent. Et si maintenant l'accueillante a envie de l'encoder, parce que je sais que dans Precare, ils avaient un type de contact qui s'appelait « pas venu au rendez-vous ». Nous n'avons pas repris ce type de contact dans MediSpring parce qu'on trouvait que ce n'était pas fort utile. Mais là, l'accueillante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre depuis la fiche de rendez-vous, par exemple, ou ici directement depuis sa note administrative, elle pourra mettre, par exemple, pas venu au rendez-vous précédent pour avertir le médecin, par exemple, pourra cliquer sur le bouton affiché à l'ouverture du dossier du patient, voilà, il n'est pas venu au rendez-vous précédent, l'enregistrer. Et alors, vous voyez, ça se met en rouge, comme ça le médecin voit clairement qu'il y a une note importante, et quand c'est en rouge, quand le médecin va ouvrir le dossier du patient, il va directement tomber sur la note qui affiche que le patient n'est pas venu en rendez-vous. C'est de cette façon-là que l'accueillante peut compléter qu'un patient n'est pas venu, et non pas dans la ligne du temps avec les consultations, ce n'a pas vraiment sa place à cet endroit-là. Voilà, comme ça j'ai répondu à deux réponses en même temps, 2 questions en même temps. Merci. Donc, on repart ici sur l'icône assurabilité et avec juste la question, si l'utilisateur de MediSpring n'a pas de compte e-health, alors dans ce cas, l'icône assurabilité n'a pas de couleur. Non, bien entendu. Si je n'ai pas de connexion e-health comme ici, je n'ai pas de couleur. Elle n'a pas de couleur, donc on ne sait pas savoir si. Par contre, si je vais donner un autre exemple, je n'ai pas de connexion e-health, je suis comme une accueillante, par exemple. Par exemple, vous avez une information que la patiente est BIM. Vous le voyez directement là. Mais vous n'avez pas l'info de savoir, vous ne pouvez pas vérifier l'assurabilité à ce moment-là. Mais si je suis comme accueillante, ici, supposons que je n'ai pas de connexion e-health, dans la fiche administrative du patient et dans la partie assurabilité, vous avez quand même le numéro de la mutuelle, à quel, voilà, il est à la maison médicale des Arsouilles, par exemple. Vous avez toutes sortes d'infos mutuelles qui ont été mises en mémoire dans la fiche quand le médecin s'est connecté avec son certificat e-health. Maintenant, il faut savoir aussi que quelque chose qui va être développé ici dans les 2 mois qui viennent. Les accueillantes ou les administrateurs qui avaient un certificat e-health administratif pourront l'utiliser dans MediSpring. Ce n'est pas encore utilisable actuellement, mais ce sera dans les 2 mois. Donc, vous pourrez avoir une connexion e-health administrative qui permettra de vérifier l'assurabilité. C'est en cours de développement. Alors, tu peux rester sur cette fenêtre-ci, puisque Sébastien nous demandait justement la partie assurabilité. Donc, exactement ici, n'est pas toujours bien remplie. Parfois, médecin est coché, parfois non, kiné et infirmier jamais coché. Inscrit en maison médicale, parfois coché, parfois non. Est-ce normal? Oui, non, c'est pas normal. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça aussi. Je pense que chez nous, un bug a été fait pour ça. D'abord, ici, ces cases ne devraient pas être à cocher parce que ces infos sont données par l'assurabilité et elles devraient se remplir par l'assurabilité directement, tout comme la date de début, etc. Donc, il y a encore quelque chose à vérifier au niveau de, je le renote pour un peu réactiver ce bug, mais donc MKI doit être mis à jour par la vérification de l'assurabilité à vérifier et à corriger.
Ok. Au niveau du certificat IELTS de la maison médicale, il y avait la question comment le charger. Montrer où Alors, ce sera comme le même principe qu'un médecin. Donc ici, en bas à gauche, donc vous allez ouvrir votre fiche, le détail de votre fiche. Vous allez cliquer sur Connexion IELTS. Vous allez chercher votre certificat IELTS ici, à l'endroit où vous l'avez mis dans le dossier. Voilà, chez moi, il est là. Vous allez le sélectionner. Pour moi, c'est celui-ci. Ouvrir, à faire une seule fois. Une fois qu'il est mis dedans, il est mis dedans. Il sera mis en vert, qu'il est importé. Et vous allez mettre le mot de passe de votre certificat. Moi, je vais mettre le mot de passe du mien. Supposons que ce soit une accueillante. Vous allez mettre le mot de passe du certificat de l'accueil et se connecter à IELTS. Oui, j'ai dû faire une erreur. Ah non, je suis mis en test, pardon. Je suis en mode acceptance pour pouvoir vérifier Biogo, donc ce n'est pas mon propre certificat. Donc ça ne marche pas dans ce test ici, mais voilà. Donc simplement une fois importer le certificat et mettre le mot de passe à la connexion. Alors oui, je vois que la partie assuréabilité n'est toujours pas bien remplie. C'était une question qui avait été posée. Comment charger le certificat? Ça avait été posé aussi. Alors, il y a une autre question qui me posait. Comment mettre un problème de santé dans le diagnostic non pertinent? Donc ici, lorsque un médecin va encoder une consultation, c'est quelque chose pour laquelle on a aussi eu une entrevue hier avec les médecins de Precare. Donc, lorsqu'on va encoder un diagnostic, par exemple, de grippe. Voilà, je vais encoder un diagnostic de grippe. Dans le cas des utilisateurs de Medispring, lorsque je vais enregistrer ou clôturer cette consultation, mon diagnostic de grippe, qui était un diagnostic actif forcément, parce que le patient a la grippe, mais non pertinent, non important, il va aller se mettre dans les diagnostics, dans la liste des diagnostics non pertinents ici. Il va aller se mettre dans cette grande liste qui est déjà là. Par contre, les médecins issus de Precare aiment bien, c'est ce qu'on a été demandé, que ce diagnostic non pertinent se retrouve dans la liste des problèmes de santé pendant un certain temps, pendant le temps de durée de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont devoir ici, il y a une petite icône qui permet de lier le sous-contact encodé avec le diagnostic. Je vais cliquer sur grippe pour créer mon diagnostic non pertinent. Nous allons cocher diagnostic non pertinent. Vous voyez, cette option n'existe pas encore ici. Donc ça, nous allons la créer et le diagnostic non pertinent va être créé. Et là, vous pourrez dire, par exemple, que ce patient a la grippe jusqu'au, allez, on va dire que je l'ai mis en certificat, jusqu'au 8 octobre 2010 et je l'ajoute. J'aurai à ce moment-là un diagnostic non pertinent de grippe qui va être ajouté dans les problèmes de santé. Il va être mis en italique pour bien montrer qu'il est non pertinent. Et ce qui va se passer, et c'est déjà actif dans Medispring, c'est que si vous ouvrez le dossier du patient le 9 octobre, la grippe aura disparu des problèmes de santé et va se placer automatiquement dans les archives ici. Voilà. La seule petite chose qu'on a encore à faire, c'est de créer la notion de non pertinent et de le mettre en italique pour montrer que c'est non pertinent, c'est tout. Donc ça, c'est pas grand-chose et ce sera fait dans la mise à jour ici du mois de novembre. Merci. Alors, comme on a parlé de certificat de la maison médicale et on a montré où on l'encodait, Sébastien souligne, il n'est pas encore possible il n'est pas encore disponible. Non, Medispring ne supporte que les certificats de médecin et de PMG actuellement. Mais voilà, on va l'ouvrir aux certificats d'infirmière, de sage-femme et d'administratif. C'est en cours, d'SBL, c'est en cours. Voilà. Alors, Florence nous demandait, puisqu'on a parlé des intervenants, est-ce qu'il pourrait y avoir une colonne avec l'institution parce que nom et prénom et spécialité sont rarement suffisants? Alors, donc nous avons ici, oui, je peux demander, je vais le noter, donc dans les intervenants, donc de rajouter donc un champ institution. Voilà, Florence, je vois que vous levez la main. Si c'était pour juste donner cette question, alors vous pouvez baisser la main puisqu'on a répondu en direct. Comme ça, voilà, parfait. Carmelo nous dit qu'ils ont fait la première migration et donc il a commencé à utiliser Medispring. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été migrées, mais il y a des doublons dans les contacts et par exemple, les médicaments se sont importés comme actifs.
Alors, sa question, c'est de savoir s'il doit nettoyer tous les dossiers ou est-ce qu'on peut attendre la prochaine migration. Oui, nous, on va créer un outil qu'on aimerait bien créer rapidement parce que ça embête beaucoup de gens naturellement. En fait, l'erreur est venue de ceci. Donc, dans MediSpring, un traitement chronique n'a pas de date de fin. Et lorsqu'on l'arrête, on lui met une date de fin naturellement, mais on tient compte de cet aspect chronique d'abord. Dans Precare, c'est la date de fin, on va dire, qui prédomine avant le fait que le médicament soit chronique. Donc, dès que MediSpring, dès que le code de migration a trouvé un médicament qui s'appelle chronique, clac, il a directement mis dans chronique sans regarder la date de fin. Donc, c'est une erreur naturellement, ce sera corrigé dans la prochaine migration, mais nous allons créer un outil que vous allez retrouver ici dans les outils, dans ce qu'on appelle les maintenances. Nous allons créer un outil qui va s'appeler corriger ou archiver les médicaments chroniques qui ont une date de fin. Vous allez cliquer sur cette maintenance et automatiquement, à travers tous les dossiers, tous les traitements chroniques qui ont une date de fin, donc qui sont archivés, vont disparaître de la liste des traitements en cours ici. Donc, si vous le faites déjà manuellement parce que vous êtes devant le patient, ben ok, le travail est fait, mais rassurez-vous, vous ne devrez pas passer à travers vos 12 000 patients pour le faire. Donc, il y a un outil qui va le faire et j'ai demandé pour que cet outil se fasse le plus rapidement possible. Merci. Alors, on a une autre question au niveau des liens familiaux. Tous les membres d'une famille sous le même toit, comment est-ce qu'on peut voir ou faire une recherche par rapport à ça? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas encore été implémenté dans MediSpring alors que c'est demandé depuis longtemps aussi par nos utilisateurs. Le principe va être de pouvoir retrouver d'abord un patient habitant à la même adresse. Donc, on doit encore bien réfléchir, on en profitera pour réfléchir avec les médecins de Precare et de Topaz pour trouver la meilleure façon de faire pour pouvoir filtrer en un clic tous les patients qui habitent sous le même toit. Par exemple, ici, vous avez, je ne sais pas où on va le mettre, mais ici, vous avez une adresse bien précise. C'est facile de faire un filtre à travers toute la base de données et retrouver tous les patients qui habitent sous le même toit. L'idée au départ, c'était de le faire ici, pourquoi pas, ça pourrait être là, un petit bouton à côté de l'adresse qui filtrerait tous les patients du même toit, une liste avec par exemple 5 patients, et dans cette liste, on pourrait directement ouvrir le dossier du patient, d'un enfant ou de la femme, etc., etc. Merci. Alors, André nous demandait si un médecin travaille sur plusieurs ordinateurs différents, dans différents cabinets, est-ce qu'il doit sauvegarder ses clés de cryptage sur chaque ordinateur? Oui, les clés de cryptage vont être demandées sur chaque ordinateur. Quand il va se connecter, on va lui dire, il va mettre login, mot de passe, il va dire choisissez votre clé de décryptage. Et là, il devra la mettre, elle est gardée en mémoire une fois et c'est sur chaque PC. Par exemple, s'il veut consulter ses données de la maison médicale depuis son privé, depuis son ordinateur de son salon, même chose, il pourra aller par la web app sans aucune installation, mais il devra mettre sa clé de décryptage. Même chose, s'il veut aller en vacances et consulter depuis Tombouctou ses données médicales, depuis l'ordinateur de l'hôtel, il devra avoir sa clé de décryptage sur une petite clé USB. Merci. Alors, Carmelo et Stéphanie nous posent la question concernant l'agenda de MediSpring. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une visite à domicile et de mettre un lieu? Oui, vous avez ici dans le paramétrage, vous avez les lieux de rendez-vous. Par exemple, ici, j'ai mis maison médicale de la Truelle. Je vais ajouter un autre lieu et je vais mettre maison médicale XYZ. Voilà. J'enregistre le lieu, donc j'ai 2 lieux maintenant. Donc maintenant, quand je vais, voilà. Donc maintenant, quand je vais créer une plage horaire, ici par exemple, je pense pas que c'est en créant un rendez-vous. Voilà. Si. Donc c'est une visite. Là, je peux mettre éventuellement, vous voyez, quand je crée une visite à domicile, je suis mis sur visite à domicile, je peux déjà taper une adresse différente. Par exemple, ce n'est pas l'adresse du patient, parce que moi, si je prends par exemple un exemple, hein, je prends Madame Van Chickensoup, voilà, je vais automatiquement mettre son adresse ici, dedans, parce qu'ils sont adresses issues de sa fiche signalétique et qu'on va retrouver dans le rendez-vous. Par contre, si cette dame dit « Oui, mais non, moi il faut aller me rendre visite chez ma fille, par exemple, qui habite rue de XYZ », voilà,
j'enregistre le rendez-vous. Et là, j'ai créé, vous voyez, ça c'est le Von Chicken Soup avec sa vraie adresse. Et là, j'ai créé une autre adresse fictive. Maintenant, vous pouvez aussi créer des zones des lieux de rendez-vous. Par exemple, ici, les lieux de rendez-vous, c'est plus considéré pour les consultations. Vous voyez, vous avez des consultations. Je suis dans le domaine des consultations. Et là, vous pouvez choisir votre lieu de rendez-vous. Par exemple, un médecin travaille, la maison médicale a 2 antennes différentes. Le médecin travaille à 2 endroits différents. Et là, on pourra voir que ce soit à l'endroit A ou à l'endroit B. Mais pour les visites à domicile, c'est par défaut l'adresse du patient ou l'adresse qu'on a modifiée au moment de la prise du rendez-vous. Ok, merci. On a une question ici pour l'utilisation d'un iPad. Est-ce que l'installation est possible sur un iPad? Il n'y a pas d'installation nécessaire. Donc sur l'iPad, vous allez taper, vous allez ouvrir Google Chrome ou le browser. Je ne sais pas quel browser c'est dans l'iPad, et vous allez taper directement dans le champ de recherche d'un site internet app.medispring.be. Vous allez mettre votre login, vous allez mettre votre mot de passe et votre petite clé de décryptage, une seule fois. Dans un iPad, vous n'avez pas, contrairement aux autres tablettes, vous ne savez pas mettre de clé USB avec votre clé PKI de décryptage. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dans l'iPad, vous vous envoyez un mail, par exemple sur Gmail ou sur un autre, vous envoyez un mail avec votre clé de décryptage dedans, un mail à vous-même. Vous allez le réceptionner par votre iPad et vous allez enregistrer cette clé USB quelque part dans votre iPad. Quand vous ferez votre première connexion app.medispring.be, vous allez choisir cette clé de décryptage qui se trouve maintenant quelque part dans votre iPad et tout sera décrypté. C'est à faire une seule fois par iPad naturellement. Ne choisissez pas un iPad trop petit, parce qu'au plus c'est petit, au plus c'est difficile à lire naturellement, mais si c'est une taille raisonnable, ce sera tout à fait utilisable. Alors, si on regarde dans les questions qui restent de Sébastien, donc comment facturer les accidents de travail aux assureurs? Vous avez ici, dans cette patiente, vous avez dans l'onglet Fiches, vous avez ici un dossier d'assurance. Ce dossier d'assurance, vous pouvez rajouter un dossier, plus dossier. Vous pourrez noter le type d'assurance, la compagnie d'assurance, etc., la personne de contact, un numéro de téléphone, un dossier, une note. Et là, vous cliquez sur soumettre le formulaire. Et là, vous allez créer directement un dossier d'assurance comme ceci. Je vais me retourner. Vous allez créer un dossier d'assurance comme ceci où ça a été créé. Maintenant, pour facturer directement à une assurance, c'est comme j'expliquais tantôt, vous faites ici une facturation d'une consultation, vous faites une facturation d'une suture, il avait pris une brique sur la tête, hein. Vous cliquez sur suivant, et là, vous allez choisir une facturation papier pour un organisme assureur en totalité, et là, vous allez choisir votre organisme assureur, par exemple ici, Assubel dans mon cas, et là, vous allez valider. Voilà, j'ai une facture de 84,99 € qui est prête à être envoyée à Assubel, clôturée, et dans la liste de vos attestations ici, dans la barre d'outils, dans le symbole euro, vous allez retrouver votre facture qui est là, et dans l'export Excel, vous pourrez soit choisir faire des filtres et choisir uniquement cette attestation-là, ou choisir toutes les attestations du trimestre à facturer à Assubel, vous exportez en Excel et là vous faites tous les filtres que vous voulez sur Excel. Toujours en lien avec la facturation, donc est-ce que le tarif avec le DMG peut être utilisé de façon générale? Oui, bien entendu. Quand vous avez ici un DMG, quand votre patient est en ordre de DMG, mais ici je ne suis pas moi, je n'ai pas la connexion, mais la patiente est en ordre de DMG, quand vous allez facturer ici une consultation, je fais suivant, automatiquement le gestionnaire du DMG va être repris et le tarif va être repris au tarif DMG naturellement. Voilà, on peut toujours le faire manuellement en cherchant un gestionnaire du DMG, etc. Mais c'est repris automatiquement avec le tarif DMG. Oui. Parfait. Alors, on nous parlait aussi d'un champ études externes de Pricker. Moi, je ne vois pas trop ce que c'est, mais est-ce que les données sont perdues?
Je ne sais, ça, je pourrais pas vous dire si elles sont perdues ou pas. De toute manière, si ce sont des données qui n'ont pas été, nous n'avons pas ce champ dans Medispring en tout cas, parce que tout le module de reporting qui existait, qui était très efficace dans Precare, n'a pas encore été développé dans Medispring. Il sera développé l'année prochaine en collaboration avec les personnes de Precare pour avoir un outil vraiment tout à fait efficace. Et je pense que ces études externes font partie du module de reporting. Si ce sont des données qui étaient encodées, qui n'ont pas été migrées, elles pourront faire l'office d'une migration numéro 3, pourquoi pas dans le courant du mois de mars 2021, qui pourra migrer uniquement cette partie-là qui n'a pas été faite dans le nouveau module de reporting Medispring. D'accord. Et alors, on arrive tout juste à 5 heures et il nous reste une question. Donc, c'est parfait au niveau du respect du timing. Donc, pour Medispring, donc Amélie nous demandait en cas de transfert, est-ce qu'il est possible de graver des CD avec les DMI des patients ou bien est-ce qu'il y a un système différent via IELTS peut-être? De transfert de dossier, je suppose. Oui. Les transferts de dossiers se font ici chez nous depuis la liste des patients. Vous sélectionnez un ou deux ou plusieurs patients, export, et là nous avons la possibilité d'exporter au format JSON, qui est un format informatique, on va dire un peu général, mais surtout les exports au niveau PMF. Donc là, vous allez exporter 2, 3, 4, 5, 10 patients au format PMF, et là, vous pourrez les envoyer, par exemple, par la IELTSBox, les envoyer à une autre maison médicale. Mais il n'y a pas de format actuellement. Je sais que dans Precare, comme on avait dans Epicure aussi, il y avait un format, l'export au format Precare, au format propriétaire de Precare. Donc nous n'avons pas d'export au format propriétaire de Medispring pour un autre Medispring. L'export se fera via les données PMF. Parfait, merci beaucoup. Il est 5h02 et j'ai pas de questions ouvertes, donc on a résolu toutes les questions. Donc vous n'aurez pas de questions, de questions écrites par après parce que vous êtes parvenu à gérer toutes vos questions. Et pour information, on en a résolu dans la conversation 95. Donc bravo Frédéric. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et alors oui, une petite question. À part la vidéo, est-ce que nous n'aurons pas bientôt un syllabus? Si, vous avez déjà un syllabus. Vous avez déjà un syllabus, toujours dans le point d'interrogation, ici. Vous avez ici manuel d'aide de Medispring qui est là. Voilà. Et qui reprend, nous, à chaque mise à jour, on crée le manuel d'aide. Ici, vous avez déjà 395 pages, vous êtes déjà pas mal, hein, et qui reprend en fait toutes les FAQ qui ont été bien classées. Vous voyez, vous avez, oh là, j'ai été trop vite. Vous avez déjà ici toute la liste, l'index avec les chapitres des FAQ qui sont mis dedans, bien classés. Vous pouvez aller directement à la bonne FAQ et puis vous avez dedans chaque FAQ qui a été repris dedans. Et nous mettons ce manuel d'aide à jour à chaque mise à jour. Donc vous pouvez l'imprimer, mais enfin c'est beaucoup de papier gaspillé, mais vous pouvez le consulter si vous voulez. Si vous avez dit tiens moi j'ai pas envie d'avoir internet, etc. Vous le téléchargez. Il y a un petit bouton ici télécharger, voilà il est parti, et vous le mettez quelque part sur votre bureau. Et là vous avez directement, vous pouvez choisir. Ici c'est vrai que c'est parfois plus facile de voir dans un document en PDF. Tiens comment dans gestion patient, comment que je peux activer, archiver à un patient. Ben voilà, je vais à la page 28 ici et je vais directement tomber sur la FAQ en question. Merci pour cette dernière question qui sert à tout le monde, Annie, et surtout n'hésitez pas à partager et les vidéos et le manuel d'aide et essayer de le lire bien attentivement et progressivement. Et de toute façon, on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et en attendant que tout aille bien. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci.